Bonjour tout le monde, bon matin et bienvenue à ce deuxième atelier des plans régionaux des milieux humides et hydriques de l'Estrie. C'est un plaisir de vous avoir avec nous ce matin. Mon nom est Donald Dubuc. Je suis de l'Observatoire estrien du développement des communautés et accompagné de ma collègue André Bureau. Nous sommes mandatés là, pour accompagner la démarche dans la préparation et l'animation de ces rencontres. Donc, c'est un plaisir d'être votre hôte ce matin. Cette rencontre aujourd'hui en est une d'information, d'échange, et il va y avoir un atelier un peu plus tard où justement on va avoir l'occasion de partager nos perspectives et points de vue sur quelques thèmes de la rencontre. Le cadre qu'on vous propose aujourd'hui de fonctionnement, vos micros sont fermés. Advenant le cas où il y aura besoin, on va pouvoir vous attribuer le droit de parole via l'activation de vos micros. Aujourd'hui, on vous invite à utiliser la messagerie si en cours de route, vous avez des questions parce que après chaque présentation, il va y avoir une période de questions-réponses. Alors, advenant que vous en ayez en cours de route pendant la présentation, vous pouvez les inscrire au fur et à mesure dans la messagerie et ça alimentera la période justement d'échange après les différents points. Je crois qu'on a quelqu'un qui est avec nous par téléphone. Alors, si vous êtes par téléphone, la façon de signaler là, que vous voulez intervenir, là, ce serait de faire étoile 9 pour basculer entre lever la main et baisser la main. Donc, juste à retenir si jamais vous vouliez intervenir. Et au niveau du support technique, advenant que vous ayez un problème en cours de route, nous avons Patrice et Jean-Philippe qui sont disponibles pour donner un coup de main. Est-ce que Patrice et Jean-Philippe, vous pourriez inscrire vos courriels dans la messagerie? Éventuellement, si quelqu'un avait un problème, là, ce serait une façon qu'ils pourraient vous rejoindre. Donc, vous pouvez faire appel à eux en cas de besoin. Vous allez remarquer il va y avoir des présentations durant la rencontre, des présentations PowerPoint en partage d'écran. Pour bien voir tout ce qu'il y a sur l'écran, lorsque vous allez avoir la barre qui indique qu'il y a un partage d'écran, vous avez des options d'affichage, ou en anglais, je crois que c'est viewing options. Là. Et si vous allez dans l'option côte à côte, vous ne manquerez pas d'informations dans le bas des vignettes. C'est une façon de bien voir ce qui est présenté à l'écran. Alors, sans plus tarder, je vais inviter M. Philippe Lebel, directeur de l'aménagement du territoire de la MRC des Sources, à nous faire le mot d'accueil. Bonjour à tous, bienvenue à ce deuxième atelier. Dans le fond, merci Donald. Je me présente Philippe Lebel, directeur de l'aménagement du territoire à la MRC des Sources. J'ai été désigné par mes homologues, dans le fond, aujourd'hui pour faire un peu aussi la présentation, étant donné que la MRC des Sources était délégataire d'une entente conjointe entre toutes les MRC. Mais je tiens à mentionner que l'atelier d'aujourd'hui, c'est vraiment le fruit d'un travail collaboratif avec tous les territoires qui constituent la région de l'Estrie et aussi de nos mandataires, là, dont l'Observatoire estrien du développement des communautés. Tous ont vraiment été impliqués puis ont mis l'épaule à la roue cet exercice de concertation régionale. Deuxième rendez-vous, j'aimerais rappeler, pour ceux qui n'étaient pas présents au premier rendez-vous, et de toute façon, faire un rappel aussi, au premier rendez-vous, nos intentions étaient de vraiment prendre contact avec vous, les parties prenantes de la région, susciter aussi votre intérêt et votre engagement dans la démarche des plans régionaux de l'ensemble des MRC. Puis aujourd'hui, on vous avait donné déjà, on vous avait indiqué qu'on ferait une deuxième rencontre dans laquelle on allait vous préciser dans le fond, la méthode qu'on utiliserait conjointement pour les plans régionaux, pour ce qui est de l'Estrie et de tous les plans régionaux aussi des différentes MRC. Aujourd'hui, dans le fond, les objectifs plus spécifiques de la rencontre, on va faire un retour sur les préoccupations qui ont été exprimées lors du sondage et aussi lors du premier atelier d'information. Aussi d'outiller les parties prenantes qui vont s'impliquer au niveau local parce qu'il va y avoir une présentation de différents critères d'analyse des milieux humides qui vont être repris dans l'ensemble des plans régionaux de chacune des MRC. Dans le fond, de façon très transparente aussi, vous présentez la méthode, pas nécessairement dans le détail, mais vous présentez les principes en arrière du calcul là, pour ce qui est des critères utilisés. Échanger aussi avec vous sur plus les critères qui concernent plus les milieux d'intérêt estriens. Puis faire aussi une mise au point par rapport aux milieux hydriques, donc les cours d'eau. Où est-ce qu'on en est aussi dans notre réflexion à ce niveau-là?
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour ce deuxième atelier qui est pour nous très important. Les groupes qui sont présents aujourd'hui, on a des gens du milieu agricole et forestier, on a aussi des OBV qui sont présents, des ministères qui sont là aussi, qui sont impliqués dans le cadre des plans régionaux, aussi du milieu de conservation et de l'environnement. Et on a bien entendu les 6 MRC de l'Estrie et la ville de Sherbrooke qui sont présents. Donc, une belle brochette là, de participants aujourd'hui à cette rencontre. Je vous souhaite un excellent atelier, puis je vais céder la parole à l'Observatoire estrien du développement des communautés qui va nous guider aussi pour les suites de la rencontre. Merci, Philippe. Alors, en commençant, tout le monde, j'aimerais vous inviter, pour plusieurs, c'est déjà fait, je vous inviterai à ajuster votre nom si ce n'est pas déjà le cas. Donc, en allant sur votre image, vous pouvez cliquer à droite ou dans les 3 petits points en haut à droite, vous allez avoir l'option de vous renommer. Alors, s'il était possible de juste voir à ce que vous ayez votre prénom, dépendamment de la longueur de vos noms, la première lettre du nom de famille et l'organisme que vous représentez. Donc, s'il est possible d'ajouter cela à votre nom là, sur l'écran, ce serait bien aidant parce qu'on va faire un atelier plus tard où on va se retrouver en groupe multisectoriel. Là, donc, ce serait bien là, pour la division et tout ça. Là, et juste aussi pour qu'on puisse mettre des visages sur des noms et des organisations pendant qu'on est là. Alors, merci beaucoup pour cet ajustement. Et je vous propose, justement, Philippe a mentionné que différents secteurs sont représentés, différents territoires. Alors, juste pour se donner une idée là, de qui est ici, là, on va faire un rapide sondage qui va nous permettre d'avoir une petite idée, dans le fond, de la représentativité. Là. Donc, c'est un sondage de 3 questions. Là. Vous aurez à dérouler vers le bas pour voir les 3 questions. Et je le lance tout de suite. Je vous invite, c'est rempli, pas qu'il y a d'enjeu, mais c'est rempli de façon anonyme de toute façon. Alors, je lance le sondage. Oh, ça c'est bien fait, ça ont voté. Et c'est complet. Alors, on y va. Le sondage est terminé. Si on veut regarder ça, alors ensemble, on peut voir que l'agricole, l'environnement, le forestier, gestion de l'eau, représentation des MRC et autres secteurs sont présents. Étiez-vous à l'atelier? On voit qu'une majorité, 88%, oui, étaient présents au premier atelier. On a 13% là, qui ne l'étaient pas, ce qui représente 2 personnes, dans le fond, sur les 16 qui ont répondu. Oh, ça nous donne une idée. On n'a pas tout le monde qui a répondu, mais ça va. MRC du Granit, MRC des Sources, MRC du Haut-Saint-François, MRC du Val-Saint-François, Sherbrooke, Quaticook, Magog, Estrie. En général, c'est ça, il y en a qui ont des représentations estriennes. Parfait. OK, bien écoutez, ça donne quand même une petite idée. Alors, ce que je vais faire, c'est enlever le sondage devant mes yeux. Et maintenant, je vais inviter pour faire un retour sur les préoccupations exprimées là, lors du sondage qu'on a complété il y a déjà quelques temps. Je vais inviter Mélanie Deshôtels et Jean-Philippe Boyer à venir nous faire un retour là-dessus. Bonjour tout le monde. Dans le fond, comme Donald l'a mis d'entrée de jeu, là, on voulait juste vous faire un retour sur les sondages qu'on avait fait parvenir suite au premier atelier. Donc, on avait fait parvenir un sondage à différents intervenants régionaux. L'objectif était vraiment de prendre en compte là, ce qui pouvait soit vous animer ou vos préoccupations. On cherchait à savoir les enjeux, dans le fond, que vous pouviez voir pour vos différents secteurs d'activité. Donc, est-ce que c'est possible d'avancer la présentation? Oui. Donc, voilà. Fait que le sondage a été envoyé là, à 36 personnes. Vous pouvez passer à la suivante. Oui, merci. Donc, comme vous le voyez, là, le sondage a été envoyé à différents secteurs d'activité. On avait envoyé 36 demandes, soit à des organisations, à des personnes. Puis vous avez la représentation des gens qui ont répondu. Donc, une des préoccupations qui était ressortie, entre autres, là, du sondage, c'était justement de pouvoir s'assurer que l'ensemble des secteurs qui pouvaient être interpellés par la gestion des milieux humides ou hydriques étaient présents dans la démarche.
Je vous dirais que c'est une préoccupation qui anime aussi là, les membres du comité, les différents représentants des MRC, parce que la conservation ou l'utilisation durable des milieux humides est une responsabilité partagée, dans le fond. Donc, c'est là l'importance aussi qu'on puisse entendre ce qui vient de chacun de vous. Philippe l'a mentionné aussi en tout début, là, il y a des gens, puis on vient de le voir avec le sondage, il y a des gens de tous les milieux qui sont présents aujourd'hui. Donc, ça, pour nous, c'est un point positif. Puis, je vous dirais que, dans le fond, on va vous présenter certains éléments au niveau de ce qui ressortait du sondage, mais vous avez peut-être reçu via notre infolette le document complet. Là, donc, on vous a préparé vraiment une synthèse des résultats et des réponses au sondage que vous pouvez consulter sur le site web aussi de la démarche régionale. Donc, cette réalité-là, je dirais, de pouvoir prendre en compte la représentation des différents secteurs, je pense qu'on essaie de la poursuivre et de la mettre en place tant dans la démarche régionale que dans les démarches qui vont découler dans chacune des MRC et la ville de Sherbrooke. Donc, c'est vraiment un élément sur lequel on travaille et auquel on est sensible. Je passerai à la suivante, s'il vous plaît. L'autre élément qui est ressorti très fort des préoccupations et des enjeux touchait vraiment l'aspect dans le fond, que la démarche soit vraiment ancrée sur la réalité des milieux humides et hydriques et non pas sur des limites administratives. Donc, je pense que la prise en compte qu'on fait en ce moment, puis la démarche régionale au niveau SPN qu'on vise à établir, démontre aussi cet aspect-là que, dans le fond, on veut travailler au-delà de nos limites administratives puis s'assurer d'avoir une cohérence là, dans ce qu'on va faire. Donc, ça, c'est un des éléments. Je vous dirais aussi que, dans le fond, la démarche, on la réalise sur la base d'un guide que le ministère de l'Environnement nous a rendu disponible, puis cette notion-là de bassin versant est aussi présente. Donc, on travaille tant avec des MRC de l'Estrie et de d'autres territoires sur des limites amont-aval des bassins versants. Alors, on prend en compte cette réalité-là, que ce soit des limites plus hydriques, je dirais, comme les bassins versants, ou même des limites écologiques qui peuvent être prises en compte là, dans les différents critères. Puis je pense qu'au cours de la matinée, là, vous allez pouvoir voir aussi comment on le concrétise. Je vais passer à l'autre. L'autre élément qui était sorti, c'était tout ce qui touchait la méthodologie. Si vous regardez le document synthèse, là, vous allez le voir, là, il y a plusieurs éléments méthodologiques qui ont été sortis, que ce soit de bien comprendre les critères qui étaient utilisés, la cohérence dans ce qu'on faisait en termes de territoire, comme je viens de le mentionner, la prise en compte des rôles des milieux humides et hydriques, que ce soit leur connectivité, où elles se situent dans le bassin versant, etc. Mais même le fait aussi que les milieux humides ou hydriques ne nécessitent pas tous le même niveau de protection. Donc, tout ce qui touchait des aspects méthodologiques, là, que ce soit dans la compréhension, dans la transparence, c'est ressorti très fort, puis on en est conscient. Là, je dirais que c'est vraiment c'est le nerf de la guerre, là, dans le fond, c'est l'élément sur lequel on va pouvoir baser tous les choix qui seront faits, puis les priorisations qui seront faites par la suite par chacune des MRC, puis la ville de Sherbrooke. Donc, cet aspect-là méthodologique a été soulevé de façon très, très forte. Puis c'est aussi pour ça qu'on a décidé d'axer puis de consacrer, dans le fond, ce deuxième atelier-là à la méthodologie. Donc, on avait vraiment un souci de pouvoir vous alimenter à ce niveau-là puis d'être transparent avec l'ensemble des intervenants qui pourront être interpellés sur le territoire là, par les milieux humides. Donc, j'espère vraiment qu'à la fin de la matinée, vous allez être en mesure de mieux comprendre où on s'en va puis de saisir les nuances ou ce qui va découler de la méthodologie. C'est vraiment le principal objectif là, de notre atelier aujourd'hui. Moi, ça ferait le tour. Je pense qu'après, ça va être la portion à Jean-Philippe, donc de la ville de Sherbrooke. Je vais lui laisser la parole pour deux autres préoccupations qui ressortaient aussi du sondage. Effectivement. Merci, Mélanie. Dans le fond, comme tu l'as mentionné, là, les milieux humides et hydriques pourraient nécessiter des niveaux de protection différents. Donc, il y avait des préoccupations par rapport au fait que les PRMHH pourraient vouloir dire qu'on veut mettre une cloche de verre sur tous les milieux humides qui ont été priorisés dans la démarche. En fait, ce n'est pas tout à fait ça. Dans le fond, au niveau de la conservation, la finalité de la conservation, c'est de préserver la biodiversité, c'est de rétablir des populations, des espèces, c'est aussi de maintenir des services écologiques. Donc, il y a différents moyens qu'on peut prendre, il y a différents niveaux qu'on peut atteindre au niveau de la conservation. Donc, effectivement, il y a la protection qui vient limiter la majorité des usages pour les milieux qui sont les plus sensibles.
La restauration écologique, là où on va venir rétablir un certain niveau écologique, on va venir rétablir des services dans des milieux. Et il y a l'utilisation durable, donc qui comprend autant l'aménagement durable que la mise en valeur durable. Puis l'utilisation durable, dans le fond, ça vise à utiliser les ressources d'un territoire en causant peu ou pas de préjudice là, à l'environnement, puis d'atteinte significative à la biodiversité de ce milieu-là. Donc, on peut comprendre notamment là, la chasse, la pêche, la foresterie durable, les loisirs là, comme les sentiers pédestres et tout là, dans ces milieux-là. On vous a mis 2 liens là, vers d'autres organisations qui ont créé des petites vidéos pour expliquer un peu plus en détail là, les différents niveaux de conservation, si vous voulez en savoir plus. Il y avait aussi des préoccupations qui ressortaient par rapport au rôle là, des MRC. Donc, on voulait clarifier quand même un petit peu le rôle des MRC et des ministères là, dans le cadre de cette démarche-là. Donc, au niveau des plans régionaux des milieux humides et hydriques, il s'agit vraiment là, de ce qui est préparé par les MRC. C'est des outils de planification et d'aide à la décision pour favoriser un développement harmonieux de notre territoire. Ça vise à intégrer la conservation des milieux humides et hydriques à la planification et à l'aménagement du territoire. Donc, tout ce qui touche la définition légale de ce qu'est un milieu humide, d'un cours d'eau, tout ce qui touche le régime d'autorisation des travaux dans les milieux humides et hydriques, ainsi que la séquence, les autorisations et la séquence d'intervention éviter, minimiser, compenser, ça reste vraiment de la responsabilité du ministère de l'Environnement. Donc, au niveau de la compensation, justement, là, il y avait des questions par rapport à la contribution financière lorsqu'il y a une perturbation en milieu humide, par exemple. La détermination des montants et toute la gestion de ces fonds-là, c'est vraiment de la responsabilité du ministère de l'Environnement. Donc, les MRC, ce n'est pas notre rôle, en fait, de s'occuper de ça. Je me permets aussi de ramener une des diapositives là, qui avait été présentée par M. Goulvendi au premier atelier en juin dernier. Donc, juste pour comme illustrer que dans toutes les étapes du PRMHH, là, autant au niveau de l'élaboration que de l'approbation et de la mise en œuvre, il y a des rôles autant des MRC en bleu ici que des ministères, là, en jaune au niveau du ministère de l'Environnement, en rose au niveau du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Donc, on peut voir que, dans le fond, le rôle des MRC, c'est vraiment de préparer les PRMHH, de les modifier en fonction des commentaires qui vont être reçus des ministères, puis éventuellement, évidemment, de mettre en œuvre les actions qui vont être dans la stratégie là, qui vont être déterminées et de faire en sorte que les schémas d'aménagement soient modifiés pour assurer une compatibilité avec les plans régionaux. Dans toute cette démarche-là, le ministère de l'Environnement peut nous accompagner là, au niveau de l'élaboration, au niveau de l'approbation, évidemment, c'est eux qui vont approuver les plans. Et au final, les autorisations environnementales restent toujours de la responsabilité des ministères. Donc, c'était ce qu'on voulait vous rappeler. Puis là, il y aura de la place pour une petite période de questions et de commentaires en lien avec ces préoccupations-là. Je crois que Jacinthe Caron du Creux de l'Estrie a levé la main. Est-ce que c'est le cas, Jacinthe? Tu peux ouvrir ton micro, ça ne fonctionne pas? Je suis désolée, vous avez dit qu'il fallait écrire les questions par chat. On dirait que j'avais de la misère à ouvrir mon chat. Là. Fait que vous permettez que je la dise de vive voix. Ben, juste par rapport à ce qui a été démontré, là, je ne sais pas si je suis hors sujet au niveau des préoccupations, mais justement de bien définir. Ça va? Oui, ça va. C'est juste qu'on a une petite situation d'activation de micro, là. Alors, ça va. Allez-y. OK. Juste s'assurer de bien aussi clarifier qu'est-ce qui appartient au ministère, qu'est-ce qui appartient au PRMHH, là, notamment qu'est-ce qui vient d'être présenté. Le principe d'aucune perte nette, c'est quand même quelque chose qui revient souvent dans les discussions. Là, il y a vraiment un volet, le PRMHH est dans le niveau de la planification par rapport à ça versus le ministère qui est plus dans… En tout cas, ça, c'est quelque chose, je pense, qui vaut vraiment la peine de clarifier. Là, je pense autant pour les acteurs régionaux que pour le découler dans chacune des PRMHH locales.
locaux. Je pourrais peut-être compléter ou répondre par rapport à ça. On a d'ailleurs mis un document sur le site Internet là, de la démarche régionale. Ceux qui sont abonnés à l'infolette, vous l'avez peut-être reçu aussi, où il y a vraiment une explication, puis on démontre c'est quoi le rôle des plans régionaux versus le ministère de l'Environnement, parce qu'effectivement, il y a souvent des éléments soit qui sont mal compris ou mal interprétés dans le fond, puis on voulait vraiment diviser ces deux éléments-là. Donc, effectivement, on a un document là, qui vient appuyer puis mieux expliquer là, sur le site web. Alors, merci. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Levez la main. Je vous invite justement à utiliser l'option dans votre barre d'outils, il y a réaction, là, et dans cet onglet-là, il y a l'option lever la main. Ça va nous permettre de vous repérer là, plus rapidement. Là, Alors, il ne semble pas y avoir d'autres questions sur ce sujet-là. Donc, on passerait au prochain. Alors, notre prochain point, c'est les outils d'aide à la décision. Et c'est Philippe qui va nous faire cette présentation-là. Alors, j'invite Philippe à prendre la parole. Merci beaucoup, Donald. Donc, ce ne sera pas très long. J'essaie d'accéder à la présentation. Merci beaucoup. Donc, la seconde partie, c'est vous présenter les critères de priorisation locaux des milieux humides. On dit locaux, mais quand même, on fait une bonne partie de la méthode ensemble au niveau estrien. Comme quoi, lorsque ce sera repris dans les plans régionaux de chacune des MRC, chacune des parties prenantes là, ici présentes qui vont participer dans les concertations, plus de chacune des MRC, vont être quand même informés et mis au courant de la méthode qui va avoir été réfléchie quand même au niveau régional. Reste que chacun des MRC, encore une fois, je le répète, demeure responsable de leurs plans régionaux, mais au moins on va avoir une cohérence sur la méthode de détermination de certains critères. Ensuite, toute la pondération, priorisation va se faire dans chacune des MRC, mais basée essentiellement sur la même méthode. Donc, les personnes qui ont vraiment beaucoup travaillé avec nous, je vous les présente. Il y a Aurélie Schmidt, qui est une géomaticienne, et aussi Jason Beaulieu de Conservation de la Nature Canada, qui nous ont vraiment beaucoup accompagnés au niveau géomatique, parce que ça demande quand même beaucoup de manipulation et de l'expertise. C'est des personnes, des mandataires là, qui ont été embauchés pour nous accompagner dans cette méthode-là. Et pour valider aussi, pour les rendre à notre échelle Estrie plus cohérents. Donc, rappel aussi des distinctions de la démarche régionale et les démarches locales. Nécessairement, ce qui est souhaité au niveau estrien, c'est de se constituer un outil d'aide à la décision et non pas de prendre les décisions en tant que telles. Les décisions, les engagements de conservation et les stratégies vont être précisés dans chacun des plans régionaux, dans chacune des MRC. L'objectif était vraiment, et je le répète, de se doter d'un outil d'aide à la décision régionale qui nous permettrait d'avoir une cohérence là, qui dépasse nos limites administratives, puis qui considère les bassins versants ou d'autres territoires qui débordent les limites administratives. Donc, au niveau régional, c'est vraiment toutes les étapes de concertation régionale, de portrait, de diagnostic qui sont faites vers un outil d'aide à la décision. Dans le fond, la présentation des critères va se séparer en deux volets. Je vais vous présenter le diagnostic plus local. Je vais vous présenter 10 critères régionaux qui vont être repris dans chacun des plans régionaux au niveau locaux. Et ensuite, il va y avoir Jason Beaulieu de Conservation de la Nature Canada qui va vous présenter 7 autres critères de sélection pour des milieux humides d'intérêt régionaux estriens. Donc, moi, ma partie, c'est vraiment plutôt sur les 10 critères du diagnostic local qui vont être repris au niveau local. Donc, notre sujet est bien entendu les milieux humides, mais notre sujet, notre unité d'analyse, c'est le complexe de milieux humides. Ce qu'on entend par complexe,
c'est l'unité, dans le fond, sur laquelle on va donner une cote selon les différents critères. Donc, on a plusieurs exemples, là. Le complexe, il pourrait avoir un seul type de milieu humide isolé, dans lequel on considère aussi là, la zone tampon d'environ 30 mètres autour de ce milieu-là. On a l'autre exemple où on va avoir plusieurs types de milieux humides qui vont se combiner. Donc, on va le considérer comme l'unité d'analyse qui est le complexe. De considérer le complexe de milieux humides aussi nous aide dans des cas où on prend un exemple où on est séparé par un obstacle, comme une route, si on avait considéré uniquement les milieux adjacents, bien, le fait d'avoir débordé de 30 mètres nous permet quand même d'aller chercher toute l'hydroconnectivité. Donc, bien entendu, avec un pont et ponceau qui séparent le milieu humide, ce ne sont pas deux milieux humides distincts, c'est le même milieu humide. Donc, dans le fond, c'est un autre exemple, là. Ça nous permet de considérer ça comme un seul et même unité d'analyse. Ensuite, on va avoir aussi des milieux, des complexes intacts, donc qui vont être considérés comme l'unité d'analyse. Les 10 critères se séparent en deux grandes catégories. On a la première catégorie qui sont tout ce qui concerne l'hydrologie et les notions biogéochimiques là, des milieux humides. Puis on a l'autre grande catégorie qui sont les critères de priorisation de l'habitat qui sont plus liés à des éléments de biodiversité. Donc, je vais vous les passer un à un, chacun de ces critères-là. Donc, premier critère au niveau hydrologique d'importance, c'est la régularisation hydrologique ou rétention des eaux, qui est une fonction, un service écologique important des milieux humides. Donc, c'est basé sur essentiellement 4 variables, puis ensuite, je vous épargne les détails des calculs. On a nécessairement la position physiographique, la superficie du complexe, superficie aussi de la zone contributive et superficie des milieux humides et hydriques aussi dans sa zone contributive. Donc, pour détailler un peu plus en détail chacun de ces paramètres-là, premièrement, la position physiographique est importante en ce qui concerne ce critère-là de régularisation. Donc, deux exemples extrêmes. Les milieux humides isolés sont dénués d'exutoires puis ne contribuent pas directement au débit des cours d'eau environnants. Nécessairement, l'eau qui est reçue par ces milieux-là en période de fonte ou de précipitation est entreposée et alimente plutôt la nappe phréatique par infiltration. Donc, ces milieux humides-là, dans nos analyses, vont être considérés comme les plus performants, donc vont sortir nécessairement plus fort aussi en termes de rétention des eaux. À l'inverse, si on prend l'exemple d'un milieu humide qui est plutôt situé à l'exutoire, qui reçoit l'ensemble des précipitations et de l'eau de fonte provenant du bassin versant, va avoir une cote plus faible là, par rapport à sa position physiographique. Et on a tout le gradient là, entre fort et faible pour l'ensemble des milieux humides dans un bassin versant. L'autre facteur aussi, les facteurs d'influence qui vont être importants à considérer, c'est pour calculer un coefficient d'atténuation qui est basé sur le rapport entre la taille d'un milieu humide et sa zone contributive. Donc, on considère ici la superficie du complexe du milieu humide et aussi la superficie de sa zone contributive pour lui donner un coefficient, là, un rapport entre les deux qui vont nous donner, dans le fond, dans un cas où on a un grand milieu humide dans une plus petite zone contributive, nécessairement va coter plus fort pour cet élément-là. À l'inverse, lorsqu'on a un plus grand bassin, une zone contributive, là, eau qui vient de se déverser dans le milieu humide, mais une superficie plus faible pour ce milieu humide-là, nécessairement va coter plus faible. Et ainsi de suite, on calcule pour l'ensemble de nos unités d'analyse ce coefficient-là. L'autre élément aussi, c'est le coefficient de rétention qui entre encore une fois dans la régularisation hydrologique ou la rétention des eaux.
C'est la fonction on établit le rapport entre la taille de milieu humide et les superficies des milieux humides et hydriques qui font déjà aussi une fonction de rétention des eaux en amont de celui-ci. Donc, on a ici deux exemples plutôt extrêmes. On a deux zones contributives là, qui seraient semblables, mais dans lequel, dans un, c'est le seul milieu humide présent. Nécessairement, pour ce coefficient-là, il va avoir une cote plus élevée, étant donné que c'est lui qui va avoir un rapport entre la taille du milieu humide et les superficies des autres milieux humides, étant donné qu'il n'y en a pas d'autres, qui va être plus fort. À l'inverse, lorsqu'on a plusieurs milieux humides dans une même zone contributive, nécessairement, pour un des complexes, il va avoir en fait un critère, il va coter plus faible pour ce critère-là. Oups, excusez-moi. Donc, le deuxième critère, c'est fonction aussi de contrôle de l'érosion ou stabilisation des rives, qui est basé sur le principe que les milieux humides, en fait, les milieux humides naturels, plus naturels, vont avoir nécessairement vont contribuer plus fortement au contrôle de l'érosion ou stabilisation des rives. À l'inverse, lorsqu'on a vraiment des milieux humides dégradés ou anthropisés, il va y avoir des cotes plus faibles à ce niveau-là. Ce n'est pas le seul élément qui est pris en compte, là, mais cet élément-là est pris en compte dans le calcul de ce critère-là. L'autre élément important aussi, c'est la position physiographique des milieux humides par rapport au contrôle de l'érosion. Donc, les milieux humides isolés ou palus ne contribuent pas à ce critère parce que leur exitoire est moins important. À l'inverse, les milieux, les étangs, ils vont avoir une valeur plus faible aussi de ce critère car il y a très peu de végétation pour ces milieux-là. Les marais et les tourbières ouvertes, ils vont avoir une valeur moyenne parce qu'ils ont une végétation herbacée. Et lorsqu'on arrive là, à des marécages arborés ou marécages arbustifs, ou des tourbières boisées, il va y avoir une valeur plus importante parce que les arbres, la végétation plus ligneuse va avoir aussi un réseau racinaire plus important qui est plus susceptible de contribuer à contrôler l'érosion et à stabiliser les sols et les rives. Le troisième critère d'importance comme service écologique, c'est celui de la recharge de la nappe, des nappes phréatiques. C'est basé sur le principe qu'un débordement du milieu humide va être le meilleur moment pour la recharge des nappes phréatiques. Donc, lorsqu'il y a la fonte des neiges ou en période de forte précipitation, la raison, c'est qu'un bon nombre de milieux humides reposent sur des sols qui sont imperméables, ce qui limite nécessairement la possibilité d'échange avec la nappe phréatique. Donc, de façon générale, c'est lorsqu'un milieu humide déborde qui va contribuer véritablement à la recharge des nappes phréatiques. Donc, pour la recharge de la nappe phréatique, la position physiographique est importante. Les milieux lacustres sont plus faibles pour ce qui est parce que le volume d'eau présent dans ces milieux sont globalement dirigés vers le milieu hydrique adjacent, donc plutôt que vers la nappe phréatique directement. Les milieux riverains, en période de crue, ils peuvent recevoir et entreposer temporairement d'importants volumes d'eau, ce qui favorise quand même l'infiltration pendant une partie de l'année. Mais ce n'est pas nécessairement ceux qui vont avoir l'élément le plus fort au niveau de la recharge de la nappe. Tandis que les milieux humides isolés et palus qui ne possèdent pas d'exutoire permanent, ils assurent dans le fond une infiltration de l'eau. Ils sont aussi généralement situés en amont des bassins versants, ce qui se traduit par des effets plus positifs sur un territoire plus étendu par rapport à la recharge de la nappe phréatique. La forme du milieu humide aussi va avoir son importance. Donc, ici, on y va avec des exemples où on a des milieux humides très échancrés. Donc, on va faire ici un rapport entre le périmètre et la superficie occupée par le milieu humide, qui est un indicateur, en fait, de la forme, de la complexité que peut avoir la forme d'un milieu humide. Ce qui est nécessairement, lorsqu'on a plus d'effets de bordure, on va avoir plus d'effets aussi de débordement sur les bords qui vont permettre une meilleure recharge de la nappe phréatique.
Le critère numéro 4, qui est la contribution à la qualité de l'eau ou le captage à court terme des éléments nutritifs et des polluants. Les facteurs qui influencent ici, encore une fois, ce critère-là, bon, on a la position physiographique des milieux humides, le type de milieu humide, puis l'occupation aussi du sol dans la zone contributive qui nous permettent de calculer ce critère-là. Donc, on a des exemples ici, pour ceux qui connaissent la rivière du Sud ou dans le coin de la MRC du Haut-Richelieu. On a une image qui est assez parlante d'un marais qui permet vraiment ici d'atténuer toute la charge en sédiments. Puis on voit la différence de couleur là, dans un bassin versant agricole où on a une eau plutôt brune qui va ensuite tranquillement avoir une action filtrante du marais pour se rendre compte qu'à l'exutoire, on a une eau qui est beaucoup plus purifiée. On a vraiment un changement de couleur, là. Donc, c'est un exemple assez probant, là, assez parlant de comment un type de milieu humide peut avoir un effet sur la qualité de l'eau et des polluants. Donc, la position physiographique du milieu humide est ici aussi importante. Donc, les milieux lacustres contribuent faiblement à ces critères-là parce que la majorité du débit du plan d'eau ne passe généralement pas par les milieux humides. Les milieux humides isolés et palus ont une contribution plutôt moyenne, tandis que les milieux riverains ont une valeur plus forte parce que ces milieux vont être traversés par un cours d'eau puis ont un effet aussi de captage qui est plus élevé. Ça a été démontré aussi par la science, ces éléments-là. L'autre élément de ces critères-là qui est important, bon, il y a le type de milieu humide. Les étangs ont une plus faible valeur parce que leur végétation pouvant capter les éléments est plus faible. Tandis que les milieux boisés, les marécages, les tourbières boisées, les tourbières minérotrophes aussi vont avoir une composition arborescente et une capacité moyenne pour ce critère. C'est vraiment les marais et les tourbières ambrotrophes qui vont avoir, avec leurs plantes herbacées, qui ont une capacité de captage à court terme qui est beaucoup plus élevée. Pour ce critère-là aussi, on va considérer l'occupation du sol par rapport au milieu humide. Donc, dans le fond, on va prendre ici 3 exemples qui sont assez distincts. Donc, on a par rapport au captage des polluants, un milieu humide qui est situé dans un bassin versant plus boisé, plus naturel. Nécessairement, bon, c'est déjà un bassin versant qui a moins de captage de polluants. Sa contribution va être plus faible. Lorsqu'on a un bassin versant occupé en partie par des secteurs agricoles ou anthropisés, ben, on va avoir une caractéristique là, de captage qui va être moyenne. Tandis que lorsqu'on a un milieu humide qui est présent vraiment en zone urbanisée, fortement anthropisée, il va y avoir ici là, un effet de captage des sédiments, des éléments nutritifs et des polluants qui va être beaucoup plus important, donc va coter plus fort pour cet élément-là nécessairement. Critère numéro 5, c'est la contribution à la séquestration du carbone. Sans vous faire de cachette, c'est certain que tout ce qui est tourbière, ombrotrophe, minérotrophe vont avoir des effets très forts là, par rapport à le captage de carbone. C'est très reconnu. Bon, le pouvoir des sphingres de capter le carbone à long terme est bien reconnu. Donc, par l'accumulation de matière organique, il se décompose très lentement. Donc, on a vraiment ici un carbone qui va être emprisonné. Dans le fond aussi, le type de milieu humide va influencer par rapport au captage de carbone. Les tourbières ouvertes, les tourbières ombrotrophes vont avoir ceux qui vont être cotés beaucoup plus fort. Les tourbières boisées vont coter quand même de façon moyenne. On a tout le gradient là, les marécages ensuite, les étangs et ceux qui sont les plus faibles sont les marais qui contribuent le moins à la séquestration du carbone. Ensuite, on saute aux critères plus de diversité, critères biologiques. Là. Donc, on a le premier critère, en fait, qui est le critère 6, qui est la diversité végétale. Donc, le principe en général, c'est que, bon, on va considérer le nombre d'espèces, l'abondance relative de chacune. Ici, on va utiliser un indicateur qui est le type de milieu humide. Donc, on va considérer qu'un complexe de milieu humide dans lequel il y a beaucoup de types, on va y avoir ici beaucoup plus de chances d'avoir une diversité végétale plus grande. Donc, on utilise ici l'indicateur du type, la superficie occupée par les différents types de milieux humides dans un complexe
pour nous donner un indicateur de diversité végétale. Le critère numéro 7, qui est la productivité primaire, donc la capacité à produire de la biomasse végétale. Ce qui influence, dans le fond, ce critère-ci, on a la position physiographique et le type de milieu humide. Donc, pour la position physiographique, on va considérer les milieux humides isolés comme étant plus faibles, étant donné que ils ont une plus faible productivité parce que leur alimentation en eau provient des précipitations, du ruissellement de surface et de la circulation souterraine de l'eau. À l'opposé, les milieux lacustres vont être considérés beaucoup plus productifs. Par contre, c'est certain que le milieu lacustre a un volume d'eau à l'écoulement moins rapide que celui du milieu riverain. Donc, l'approvisionnement des milieux humides lacustres en éléments nutritifs, en oxygène, est donc un peu plus lent. Donc, on a une productivité généralement qui est inférieure. Donc, ceux qui sont les milieux humides riverains vont être considérés plus forts. Et on a aussi le type de milieu humide qui va influencer la productivité primaire. Donc, les étangs vont avoir une productivité primaire plus faible, tandis qu'on va avoir les marais comme étant plus forts. Puis, entre les deux, on a les tourbières ouvertes, les tourbières boisées et les marécages ensuite. Le critère numéro 8, nécessairement la superficie du complexe. Donc, pour la superficie, nécessairement, c'est un indicateur qui est reconnu pour sa capacité à filtrer les sédiments, les éléments nutritifs puis les contaminants divers. Donc, lorsqu'on va avoir un milieu humide plus grand, nécessairement va contribuer plus fortement à ces différents éléments-là. Ensuite, 9e critère, c'est la naturalité de la zone tampon. Donc, on va considérer un 200 mètres autour de chacun des milieux humides. Donc, le principe, c'est l'occupation du sol dans cette zone tampon. Donc, on a deux exemples là, extrêmes dans lesquels on a un milieu humide dans un secteur très boisé, donc beaucoup plus naturel. À l'inverse, on a un milieu humide qui est dans une zone urbaine. Donc, pour ce qui est de la naturalité de la zone tampon, on a vraiment des effets extrêmes ici. Donc, si la zone tampon est très anthropisée, le risque que ce milieu humide soit altéré est nécessairement plus fort. Dans le fond, ce milieu humide risque d'être envahi par des espèces exotiques envahissantes, par exemple. Donc, la valeur pour ce critère va être plus faible. Puis, un milieu humide dans une zone tampon naturelle va offrir un habitat beaucoup plus adéquat. Donc, c'est un critère qui va être beaucoup plus fort ici. Et le 10e critère, c'est la proximité des autres milieux humides, donc autour de complexes. Donc, on va considérer un rayon de 1 km. On parle ici de toute la notion là, de connectivité ou d'habitat qui ne sont pas très loin, là, qui sont communs. Donc, le facteur d'influence ici, c'est l'abondance des superficies humides dans un rayon de 1 km autour de chacun des complexes. Donc, ça terminait ma présentation pour les 10 critères de priorisation qui vont être repris dans chacun des plans régionaux, mais qu'on calcule au niveau régional. J'ai vu qu'il y avait plusieurs questions qui ont été posées dans le chat. Je peux y aller avec la première, M. Jean-Paul Reich, qui demande un milieu humide isolé en zone urbaine. Est-ce qu'on l'oublie dans la démarche? Il me semble bien que cette question-là a été posée dans le début. Je pense bien avoir quand même présenté un peu plus tard là, dans la partie naturalité. On le disait aussi, un milieu humide qui va être dans un secteur urbanisé va avoir un effet positif aussi sur le captage des sédiments. Est-ce que ça peut répondre bien à cette question-là de M. Reich? Je ne sais pas si on pourrait prendre le micro ou préciser un peu plus la question, mais oui, nécessairement, ça va être considéré là, dans nos calculs pour les critères. Non, c'est simplement que vous vous basez sur un complexe de milieux humides. Et dans ce cas-là, et ça arrive assez souvent dans les zones urbaines, ils ne font pas partie de complexes comme tel. C'est pour ça que je posais la question, parce que tous vos critères sont basés sur un complexe.
Il y a peut-être Julie qui pourrait répondre du Val-Saint-François, qui est sur le comité de géomatique. Il faudrait juste pouvoir y activer son micro. Sinon, moi, je peux peut-être essayer de répondre. Là. Dans le fond, si je comprends bien la question, même si le milieu il est tout seul, c'est un type de milieu en milieu urbain, ça va quand même être considéré comme un complexe, puis il va être considéré au même titre que n'importe quel autre milieu humide. C'est juste qu'il va peut-être être plus petit, il va avoir moins de diversité, mais s'il y a un rôle vraiment important, il va être considéré au même titre que tous les autres, même s'il est en milieu urbain. On a Gabrielle Heiss, je m'excuse Gabrielle si je massacre ton nom, si c'est le cas, du MAPAC Estrie qui demande quelle est la superficie minimale d'un milieu humide identifié. Selon la méthode, c'est certain que c'est canard illimité. Je pense qu'on était autour de 0,3 hectares à 0,5 hectares. Là, c'était la limite inférieure là, de détection par la méthode d'orthophotographie. On a Michel de l'OBV Yamaska qui demande « Avez-vous considéré que les milieux humides puissent avoir plusieurs exécutoires dans le calcul de la zone contributive? » Donc, dans le fond, oui, effectivement, un milieu humide peut avoir 2 exutoires et dans la zone contributive, dans le fond, c'est chaque milieu humide a une zone contributive. Donc, oui, ça comprend pour le calcul du critère la combinaison de ces 2 exutoires-là. On a Jacinthe Caron-Ducre qui demande « Est-ce qu'un critère de rareté par type de milieu ou au niveau des espèces présentes aurait été intéressant? » Ces critères-là vont être pris par la présentation. Ensuite, je vais laisser à Jason pouvoir présenter cet élément-là. Mais effectivement, là, ça va être considéré. Donc, on espère répondre à cette question-là par la présentation de Jason. Donc, on a Jonathan également de Manfred-Magog qui précise la superficie de 0,3 hectares. Niveau de détection. On a M. Martin Larrivé du Syndicat des producteurs forestiers du Sud du Québec qui demande la naturalité de la zone tampon. De la zone tampon va disqualifier les milieux humides en milieu urbain. Il me semble que ces milieux humides en milieu urbain devraient être protégés d'une façon particulière car rares ou en danger. Donc, questions ou commentaires ici. Je ne sais pas s'il y a des gens qui veulent ajouter. C'est certain que lorsqu'on parle de naturalité, c'est vraiment plus des effets sur l'habitat en tant que tel. Donc, ce qui pourrait être considéré par la suite dans l'outil d'aide à la décision, c'est si on a un milieu où il y a une importance pour un autre critère, comme dans un cas où c'est un milieu urbanisé, il va avoir des effets sur les polluants, il va pouvoir peut-être coter plus fort, si c'est un enjeu pour ce bassin versant-là. Donc, il pourrait coter pour d'autres critères. Ensuite, ce qui pourrait être repris comme dans une décision, puis là, c'est un peu une hypothèse pour ces milieux humides-là. Si on considère que c'est pas très naturel autour, c'est peut-être y aller avec des actions de restauration ou de s'assurer que le milieu humide demeure au moins, garde au moins son intégrité présente, puis ne soit pas en déclinaison. Donc, comme on disait, c'est un outil d'aide à la décision. Après ça, ça va être comment est-ce qu'on va jouer avec ces différents critères-là, dépendamment des enjeux pour les différents territoires. Donc, ça le disqualifie peut-être pour ce qui est de le considérer comme un habitat fort au niveau de la diversité, mais il pourrait coter plus fort pour d'autres. Donc, je ne sais pas si je réponds à toute la question. Peut-être que quelqu'un pourrait prendre ça aussi en complémentaire, là, mais c'est une question intéressante là, qui pourrait s'adresser dans l'outil d'aide plus tard là, pour les décisions qui pourraient être prises dans les plans régionaux. On a Lise Gaud de l'UPA Estrie qui demande Philippe, tu as parlé d'une zone tampon de 30 mètres au début de ta présentation. Pour le critère de la naturalité, la zone tampon considérée est de 200 mètres. À quoi correspond ce 30 mètres? En fait, c'était pour pouvoir capter le 30 mètres, puis quelqu'un pourra compléter, là, mais c'était pour vraiment pouvoir déterminer quel était le complexe. On se disait que 30 mètres, c'était suffisamment, ça permettait d'aller chercher tout ce qui était hydro-connecté, donc d'un milieu humide qu'on pourrait considérer comme étant un complexe. Ensuite, le 200 mètres, c'était plutôt des critères là, qu'on pourrait, lorsqu'on parle de naturalité, c'était pour voir qu'est-ce qui se passait dans une zone de 200 mètres autour, plus dans une notion de connectivité écologique
et de métapopulation, donc ils peuvent se déplacer là, sur 200 mètres autour d'un milieu pour aller retrouver un autre milieu humide. On pourrait prendre l'exemple de la tortue des bois qui va se promener dans certains milieux. Il pourrait y trouver là, dans un 200 mètres un rayon intéressant là, pour avoir un habitat de plus de qualité. Donc, c'est simplement là, pour calculer la naturalité, on s'était pris un 200 mètres autour là, pour vraiment venir capter cet élément-là de déplacement d'espèces là, autour du milieu humide. Est-ce que je ne sais pas si je réponds à l'ensemble de la question, là. Sinon, Lise, tu pourras lever la main si tu avais une question complémentaire. Ça va, parfait. On a une prochaine question de M. Jean-Paul Reich qui me semble quand même complexe sur la recherche. Donc, je pense que je vais demander à M. Reich d'ouvrir son micro et de poser la question. Donc, je pense que j'ai été assez clair dans la phrase que j'ai rédigée dans le chat. C'est que tu as parlé de recherche tout à l'heure qui se faisait juste quand il y avait un débordement. Et c'est simplement pour dire que certains milieux humides, ils alimentent la nappe sous-jacente ou l'aquifère voisin, échanges latéraux, même en période d'étiage. C'est-à-dire même s'il n'y a pas de débordement. Les conditions suivantes, cependant, doivent être présentes. Les matériaux géologiques et organiques doivent permettre les échanges d'eau à être suffisamment perméables. Et deuxièmement, la différence de pression hydraulique entre le milieu humide et l'eau souterraine doit être vers l'eau souterraine, sinon c'est l'aquifère qui alimente le milieu humide. C'est simplement pour donner une information quand tu as dit que c'était strictement, qui joue un rôle strictement au moment du débordement. C'est pour dire que ce n'est pas tout à fait exact, mais c'est juste une précision, là. Tout à fait. Puis, ça nous porte aussi à discuter peut-être un peu des limites là, de chacun des indicateurs et des critères. C'est certain que lorsqu'on calcule une chose à l'échelle aussi grande que l'Estrie, on n'a pas fait des éléments terrain, on n'a pas fait d'études spécifiques. Là. On s'entend qu'il y a toujours des limites à ces méthodes-là. Mais donc, un indicateur, on se dit qu'on est suffisamment assez proche de façon objective d'une vérité, pas absolue, mais on s'approche d'une vérité objective là, qui nous permet quand même de comparer un milieu humide avec un autre. Là. Donc, nécessairement, là, il y a d'autres études plus poussées qui pourraient être faites. Là, admettons qu'il y a un enjeu de recherche de nappes phréatiques dans certains secteurs. Il pourrait y avoir là, des moments où on se dit qu'il faudrait avoir des études plus poussées pour comprendre un peu plus là, la géologie, l'hydrogéomorphologie du milieu humide pour arriver un peu plus proche d'une vérité. Mais du moins, on se dit qu'à l'échelle estrienne, c'est un indicateur qui est assez proche là, d'une vérité. Voilà, mais c'est des commentaires intéressants, M. H. On a M. Éric Lapointe qui pose la question suivante. Donc, on comprend que le PRMRHH tient compte de la précision de 0,3 hectares via la démarche cartographique, alors que pour les activités liées au cadre réglementaire du ministère de l'Environnement, la méthode botanique experte via les inventaires terrain est exigée et que la question de superficie minimale est plus ambiguë. Pouvez-vous préciser si cette nuance est exacte? C'est certain, là, on parle d'un outil d'aide à la décision, ce ne sera jamais un plan régional, quelque chose qui va être appliqué sur le terrain. Donc, tout à fait, là, toute demande là, qui touche un milieu humide là, va devoir passer par le ministère de l'Environnement et ils vont demander une étude terrain. Nous, vraiment, un outil qui va pouvoir être utilisé à l'échelle du propriétaire ou à l'échelle du lot. On a un commentaire de Michel de l'OBV Yamaska. Donc, c'est en complément de la question de M. Larrivé. Donc, en effet, il ne faut pas conserver que les milieux en bonne santé ou cotant fort sur tel ou tel indicateur. Il faut se doter de paramètres de sélection basés sur des objectifs écosystémiques et sociétaux et non juste s'arrêter aux indices forts. Parfois, ils sont justement des milieux ayant un indice faible qui sont les plus intéressants. Tout à fait. Et je dirais même aussi, de l'autre côté, dans la conservation, il y a aussi la notion d'utilisation durable. Donc, il pourrait être dans chacun des MRC, on pourrait se déterminer quel type d'activité ne contreviennent pas à la vocation humide ou à la vocation de l'habitat, puis à la vocation forestière de ces milieux-là, qu'on pourrait accepter là, dans le terme d'usage, qui contreviendrait pas
conservation au sens large là, du terme, là. Non pas une conservation là, intégrale de rachat et de cloche de verre, là. Donc, il y a toute cette notion-là par après qui pourrait être prise en compte là, par rapport à certains usages. Mais oui, tout à fait, des milieux humides dans des milieux urbanisés peuvent avoir un effet très important au niveau de la conservation pour plein d'autres critères, là. Pas uniquement pour ce qui est de l'habitat, là, mais sa simple contribution au captage des polluants pourrait faire en sorte que pour un secteur, si c'est un enjeu d'avoir des milieux naturels, pourrait y avoir une décision de le conserver intégralement, même s'il ne cote pas fort pour d'autres éléments comme la biodiversité. Donc, tout ça va être après ça à jouer là, dans chacun des territoires en fonction de leurs enjeux. M. Reich ajoute un commentaire au niveau de la recharge. Recharge possiblement très intéressante et importante à considérer pour les producteurs laitiers dans la région de Quaticook. Merci, M. Reich. Monsieur Larrivée Monsieur Martin Larrivée, amène peut-être une suggestion. Donc, peut-être ajouter un critère de menace de disparition ou de détérioration d'un milieu humide. Donc, suggestion d'un critère peut-être à ajouter. Ce serait tout pour les questions. S'il y en a d'autres, allez-y. Merci beaucoup. Donc, je cède la parole à... Oui, parfait. Merci. Bon, ben alors, merci Philippe. Donc, à ce point-ci, nous sommes rendus à la pause. Donc, parce qu'on a quand même encore d'autres choses qui nous attendent après, là. Donc, une autre présentation. On va avoir un atelier où justement, certains des points que vous avez mentionnés vont pouvoir justement être consignés là, selon les 3 questions qu'on va explorer ensemble. Je vais juste signaler que tout comme pour la première rencontre, elle a été enregistrée, tout comme celle-ci, de façon à pouvoir être mise à la disponibilité de ceux qui n'ont pas pu être là aujourd'hui. Donc, ça va être un peu le même principe, là. Donc, vous pourrez passer le mot à des collègues ou d'autres personnes autour là, qui sont intéressées par la question, mais qui n'ont peut-être pas pu être là, que la présentation sera mise à votre disponibilité. Alors, dans ce cas-là, il est 9h59. Je vous propose qu'on prenne une pause de 10 minutes, 11 minutes peut-être, et qu'on se rencontre prêt à partir à 10h10. Donc, je vous encourage à désactiver votre vidéo ainsi que votre audio. Et on se retrouve dans 10 minutes. Merci. Alors, bonjour tout le monde. Donc, j'espère que votre pause a été profitable. Nous reprenons donc le service. Et notre prochain point, va aborder justement les critères des milieux régionaux d'importance à considérer. Et c'est M. Jason Beaulieu qui va nous faire cette présentation-là. Alors, j'invite Jason à prendre la parole. Oui, bonjour tout le monde. Je vais juste prendre le contrôle de la présentation. Alors, merci beaucoup pour cette opportunité, cette invitation. Je vais juste m'assurer que j'ai bien le contrôle. OK. Ça, je me présente. Il y a déjà eu une introduction par Philippe. Ça, je vais complémenter sur l'explication des critères de sélection. So, on a vu tantôt les critères de priorisation. Puis les critères de sélection, on va passer à travers, mais je vais premièrement vous parler un petit peu de qui nous sommes, Conservation de la nature. Puis je vais laisser ma collègue Cynthia Patrick de vous parler de nous. Alors, je voulais juste faire un point rapide avant, c'est que toutes les analyses qu'on vous montre ici, ils ont été effectuées plus par Aurélie Schmidt, puis nous autres, on est là pour accompagner, pour fournir un support de coach sur les analyses puis les concepts de conservation. Je te laisse la parole, Cynthia. Bonjour, donc moi je suis chargée de projet pour les Montagnes Vertes du Nord, qui est un secteur là, qui se situe entre, si on veut, Granby puis Sherbrooke, la frontière américaine avec le nord du parc du Mont-Offord. Conservation de la nature, on fonctionne là, par aire naturelle comme ça, donc il y a des chargés de projet attitrés à chaque aire naturelle.
Conservation de la nature, bien que ça existe depuis 1962, je ne vous blâmerai pas si vous ne connaissez pas dans le détail l'organisation ou si vous la connaissez depuis peu parce que Jason travaille avec vous, là. En fait, moi, ça fait 20 ans que je suis biologiste, puis je n'avais pas beaucoup entendu parler de l'organisation. On n'est pas très loquace dans les médias, mais on est très actif sur le terrain par contre. Puis, on a une mission qui est en fait là, de protéger les milieux naturels, la biodiversité, mais aussi le bien-être humain, parce que vous en avez parlé, là, les services écosystémiques, on bénéficie tous d'une air de qualité puis d'une eau de qualité. Pour faire arriver à notre mission, bien, on va surtout faire des acquisitions de terrain, soit des dons ou des servitudes de conservation. Pour arriver à faire ces projets-là, bien, on passe à travers là, différentes étapes, dont une première qui est basée sur la science. On va faire des plans de conservation pour chaque aire naturelle et c'est ça qui va un peu déterminer à quel endroit là, on va prioriser les actions de conservation. C'est vrai que par le passé, en 1960 à 70, c'était peut-être un peu plus de la conservation qui se faisait avec les opportunités qui se présentaient, mais actuellement, là, on a vraiment on base vraiment nos choix de projets sur ce que la science peut nous amener. Donc ensuite, on fait les acquisitions avec les différents outils de conservation et par la suite, ben, il faut s'occuper de nos terrains, il faut faire l'intendance de nos propriétés. Puis dans la région ici, là, il y a les Montagnes Vertes du Nord, là, il y a la réserve naturelle des Montagnes Vertes qui est un territoire à peu près similaire au parc du Montford. Donc ça nécessite une attention particulière. À l'échelle du Québec, on a à peu près 480 km² de protégés qui est surtout localisé dans le sud du Québec. Puis, ça bénéficie à plus de 200 espèces en situation précaire. Il y a des sites que vous connaissez peut-être, comme la réserve naturelle des Montagnes Vertes, mais aussi il y a des sites où les gens peuvent aller, là, des îles dans le fleuve, la réserve Alfred Kelly, puis aussi en Gaspésie, où c'est des sites où les gens connaissent puis peuvent aller sur les propriétés. Plus spécifiquement dans le sud du Québec, en Estrie, on a des secteurs qui est très localisé là, le long de la chaîne des Appalaches, donc de la frontière américaine jusqu'au parc du Montford. La stratégie, c'est vraiment de maintenir la connectivité avec les aires protégées dans le Vermont. Et on a beaucoup mis d'emphase là, avec les partenaires locaux comme Corridor Appalachien, puis il y a beaucoup de groupes de conservation locaux aussi dans ce coin-là, à protéger la connectivité de ce massif. C'est rare, là, un massif de plus de 10 000 hectares là, dans le sud du Québec. Donc, ici, on a été très actifs. Vous voyez sur la carte, il y a beaucoup de vert. Sinon, de l'autre côté du lac Memphremagog, il y a aussi dans le MRC de Quaticook le beau projet de la forêt Hereford, qui est une servitude de conservation forestière. Et il y a quelques autres propriétés en Estrie. Mais il reste encore beaucoup de place pour faire de la protection, de la conservation et utiliser différents outils. En fait, on est rendu le plus à 50 Shades of Green, si on fait référence au fameux film. Alors, différents outils qui ont une quantité de menottes, là, si on fait référence à ce film-là encore qui est différent. On peut faire des cloches de verre, puis on va continuer à en faire parce qu'il y a certains secteurs que ça prend ça, mais on n'est plus du tout, là, les organismes de conservation, ne faire que ça. Il y a beaucoup d'autres outils qu'on développe puis qu'on veut mettre de l'avant, comme par exemple la servitude de conservation forestière. Puis on en a parlé aussi avant, là, que les milieux humides, leur protection, ben, ça ne va pas passer seulement par des cloches de verre, ça va passer par différentes façons de travailler avec les gens qui font l'utilisation durable du territoire, comme la foresterie par exemple, pour essayer de protéger, de faire de la conservation sur davantage de territoires. On voit également une analyse ici des corridors. Bon, c'est bien à la mode là, de parler des corridors, mais c'est que c'est tellement essentiel au maintien de la biodiversité parce qu'on a beau protéger certains massifs, s'ils ne sont pas interconnectés entre eux, on passe un peu à côté de l'objectif de maintenir des populations viables. Alors, puis aussi avec les changements climatiques, les espèces vont migrer vers le nord, fait qu'il faut des corridors de déplacement. Il y a donc une analyse qui a été faite ici par Conservation de la nature sur tout l'Est canadien, puis on voit que dans la région ici, il y a plusieurs corridors qui relient les noyaux qui sont principalement là, les grands parcs dans le secteur.
Donc, Merci, Cynthia. Jason, continue. Oui, mais je voulais donner un peu le contexte de pourquoi que CNC voulait faire partie de cette démarche. Alors, nous avons nos propres plans puis notre propre façon de planifier le territoire pour la conservation. Puis on est là pour vous aider puis intégrer nos connaissances dans vos outils. Le pointeur pour le PowerPoint, il me donne des petits troubles. Il est comme lent. Ça, OK, je passe à la prochaine diapo. Quand vous avez fait votre rencontre, le premier atelier en juin, vous avez parlé d'identifier les milieux humides incontournables à l'échelle de l'Estrie. Puis, il y a eu une bonne réflexion qui a été faite avec le comité depuis ce temps. Puis là, on va juste parler de milieux humides d'intérêt et représentatifs à l'échelle des zones territoriales écologiques de l'Estrie. À l'échelle de l'Estrie, sont où les milieux humides d'intérêt pour certaines raisons spécifiques, les critères de sélection que je vais vous montrer. Puis, qu'est-ce qu'on identifie? C'est des milieux humides qui sont importants, mais à quelle fin? Tout ce qui a été discuté à date sur le niveau de protection qui va être accordé ou non à certains habitats, c'est important de comprendre que ce n'est pas toutes des réserves écologiques. Il peut y avoir, en lien avec la loi, quand on regarde tous les milieux humides à l'échelle de l'Estrie, il y a déjà un certain niveau de protection. C'est avec la loi sur les milieux humides, la séquence d'atténuation. Déjà sont préservés à un certain point parce qu'il faut suivre, éviter, minimiser puis compenser. Mais on veut faire ressortir, comme Philippe a dit tantôt, être capable de comparer les complexes de milieux humides un à l'autre pour être capable d'être plus stratégique où qu'on va faire différentes activités de conservation. Puis, c'est important, le choix de mots. On trouvait qu'incontournable, ça donne, mais on a décidé que milieu humide d'intérêt, ça représentait mieux qu'est-ce qu'on est en train d'identifier dans ces analyses. Parce que ça reste des outils d'aide à la décision. On trouve les sites un peu plus intéressants pour faire certaines activités ou certaines planifications. Puis, il faut bien connaître c'est quoi l'objectif de conservation en arrière de ces analyses. Bien définir l'objectif de l'analyse. Puis le résultat, c'est pour arriver à cet objectif. Bien comprendre que si on monte une carte avec certains sites qui ressortent, mais c'est basé sur l'objectif qu'on s'est donné. Alors, je vais vous montrer les 7 critères de sélection. J'espère que ça va passer au prochain. Tiens. Puis la méthode de sélection et de priorisation que Philippe vous a déjà montré, ça a été inspiré par les atlas de territoires d'intérêt. Vous connaissez bien l'atlas des bases terres du Saint-Laurent, puis ça a été fait en 2018, je crois. Puis il y a aussi l'atlas de Estuaire Golfe. Puis au moment, il y a un atlas en développement pour les Laurentides méridionales. Alors, le concept général, c'est toujours, on veut déterminer une certaine représentativité de chaque cible d'habitat. Là, notre cible, c'est les milieux humides. On veut identifier un certain pourcentage, un seuil de représentativité de ce type d'habitat à l'échelle de tous les habitats pour être capable de mieux orienter la planification et les actions de conservation. Puis on le fait dans 2 étapes. Il y a la sélection à partir des critères de sélection avec le filtre fin que je vais vous montrer. Puis après, il y a l'étape que Philippe a mentionnée qui va être faite à l'échelle plus locale pour la priorisation. Alors, nous avons 7 critères, puis je vais juste vous les montrer une à la fois. Puis Philippe, il a bien expliqué le concept des complexes de milieux humides. Alors, je vous retourne sur un exemple. C'est le complexe milieu humide du Marais mégantic. Il est composé de plusieurs types de milieux humides. Il y a peut-être une dizaine de polygones de milieux humides classifiés avec certaines informations qui viennent toutes de la cartographie détaillée des milieux humides de Canard Limité. Puis pour le secteur de MSC Granite, il y a une cartographie de milieux humides avec données existantes, mais qui a été bonifiée par la MSC. C'est les 2 données de source utilisées. Alors, on prend nos données de milieux humides, de 76 polygones de milieux humides, on les regroupe en complexes de milieux humides. On arrive à 30 000 complexes qu'on va bâtir notre outil d'aide à la décision.
On va quantifier toutes les informations sur la sélection, priorisation. On peut même calculer des menaces puis faire plein d'autres analyses à l'échelle du complexe. Pour être capable de comparer ce complexe avec un autre, puis avec tous les critères qu'on vous présente. Alors, on va regarder, ici on voit le territoire, c'est un territoire dans le milieu de l'Estrie. On ne voulait pas spécifier une zone en particulier, mais on va regarder comment on fait la sélection. Premièrement, critère 1, c'est présence, absence, puis dans tous les critères de sélection, c'est un oui ou non. Est-ce que le complexe de milieu humide intersecte le critère qui nous intéresse? Est-ce que les complexes sont à l'intérieur ou adjacents d'une aire protégée publique ou privée? Si oui, bien, on le sélectionne. Les sélections vont être en vert. Deuxième, c'est les écosystèmes forestiers exceptionnels. Est-ce que le complexe touche ce type d'habitat? Les forêts rares, anciennes, les refuges? Si oui, bien, on le sélectionne. Puis on indique ça dans notre base de données, l'outil de décision. Ensuite, c'est le critère de les espèces à valeur élevée pour la conservation. Là, on voit les espèces floristiques. On prend les données de la CDPNQ, puis on choisit, on a fait une sélection d'espèces qui ont un lien direct avec les milieux humides, les espèces obligatoires, facultatives. Puis on regarde juste les données qui ont une certaine précision, une précision élevée, puis qui ont une viabilité de cette espèce, les rangs de A, B, C, puis E de cette base de données. Puis les statuts d'espèces, c'est les menacés, vulnérables, puis susceptibles pour les espèces floristiques. Le comité de travail réfléchit sur quelle espèce à intégrer dans cette analyse. Puis on est toujours en train de finaliser cette analyse avec le comité. Critère 4, c'est la valeur pour les espèces, les habitats, les données CDPNQ, les espèces fauniques à haute valeur de conservation. Sur les mêmes critères qu'on a vus tantôt, puis il y a 24 espèces dans ce cas-là qui ont été sélectionnées à ce moment. Puis on voit quel complexe de milieu humide touche où il y a une présence de ces espèces. Critère 5, c'est haut habitat faunique. Ça vient des données du MFFP. Il y a beaucoup d'habitats fauniques. Le comité a décidé sur certains types d'habitats fauniques à retenir, puis de faire le lien entre les complexes de milieu humide. Le prochain, c'est critère 6. C'est autres sites d'intérêt qui ont été identifiés dans les schémas d'aménagement des MRC ou de la ville de Sherbrooke. Les zones statut c'est les zones de conservation des territoires d'intérêt écologique ou naturel. Alors, on fait le lien encore. C'est toujours un oui ou non pour chaque critère. Septième critère, c'est un critère qu'on a développé au cours de ce projet. C'est en lien avec le critère de rareté. Je ne présenterai pas ici le critère détaillé de comment identifier la rareté des habitats, mais on l'a réfléchi puis on a sorti un résultat intéressant sur ce critère. Unicité, c'est les habitats à l'échelle où il y a un habitat unique basé sur les types de milieux humides, le type d'écosystème milieu humide à l'intérieur du complexe. Notre échelle d'analyse dans ce cas-là, c'est les districts écologiques. Dans chaque district écologique de l'Estrie, il y en a 34. On est allé voir s'il y avait des habitats uniques basés sur les classes, une combinaison des classes de milieux humides. Si dans cet exemple ici, il y a 4 habitats uniques à l'échelle du district écologique, bien, les 4 seront retenus comme des habitats uniques. Puis, c'est un peu pour remplacer le critère de irremplaçabilité utilisé dans les atlas de base terre et les autres atlas. Un habitat qui est unique, si on le perd, bien, il n'est pas remplaçable, on l'a perdu. Dans un cas où il y a plusieurs marécages isolés, il y a seulement un tourbière faine eau peu profonde, marécage, un habitat avec une combinaison d'habitats. Et ça, c'est un habitat unique. Alors, on va le sélectionner
comme un habitat d'intérêt dans cette analyse. Prochaine étape, bien, là, on additionne les secteurs où il y avait au moins présence un critère de sélection. Puis là, on voit le résultat d'avoir choisi, oui ou non, avec les 7 critères, qu'est-ce qui serait retenu comme des milieux d'intérêt régional. Là, je pense que le but de la présentation, c'est d'arrêter ici puis d'avoir une discussion sur avons-nous atteint l'objectif de représentativité des milieux d'intérêt à l'échelle de l'Estrie avec cette sélection. Je vais terminer là, puis s'il y a des questions ou d'autres éléments, on pourra en parler dans la prochaine partie. Excellent. Alors, est-ce qu'il y a justement des questions ou des points abordés suite à la présentation de Jason et Cynthia? Oh, oui. Monsieur Reich, êtes-vous en mesure d'activer votre propre micro? Ouais. Oui. Parfait. Question, est-ce que vous avez des informations concernant les espèces menacées, justement, par rapport au territoire, l'importance des milieux humides par rapport à ces espèces menacées? Je parle, entre autres, prenons par exemple l'hirondelle bicolore, qui est de plus en plus en diminution, pas la seule d'ailleurs parmi les hirondelles, mais est-ce que vous avez des informations assez précises et localisées pour dire ce milieu humide ici, parce qu'on sait l'importance du milieu humide pour les hirondelles en particulier, ce milieu humide ici est important, etc. Est-ce que vous avez des informations assez précises régionales dans ce sens-là? Et dans les données de CDPNQ, le MFFP sont en train de cartographier les habitats de certaines espèces, puis ils font une espèce à la fois. On a pris tous les données les plus récentes disponibles de la CDPNQ. C'est des polygones, des habitats, ce n'est pas juste des données d'occurrence, des points. Notre comité a aussi examiné avec des biologistes, les experts dans le domaine, pour assurer qu'on choisit juste les espèces où il y avait un lien direct avec les milieux humides. Certaines espèces n'ont pas été considérées. On prend les meilleures données disponibles dans le CDPNQ, puis là, on va considérer aussi les données sur les habitats protégés par la loi sur les espèces en péril du fédéral. Il y a d'autres données sur les espèces en voie de disparition, menacées, préoccupantes. On prend les meilleures données géomatiques disponibles. CNC, nous avons aussi, à l'échelle de nos terrains, de nos propriétés, on fait des inventaires, le suivi de nos sites, puis on a documenté des espèces à statut, puis ça, c'est intégré aussi comme information. Il y avait une question aussi dans le chat de Marie-Josée Goulet. Donc, elle se questionnait sur la représentativité des occurrences des espèces menacées, vulnérables ou oui, c'est ça, floristiques ou fauniques, puisque tous les territoires n'ont pas été inventoriés. Est-ce que l'utilisation d'habitats potentiels a été examinée? Oui, vous avez bien raison. C'est des occurrences, puis il doit y avoir plein d'espèces à statut qui n'ont pas été documentées. Alors oui, on prend les meilleures données disponibles, puis on mentionne un peu il va y avoir un rapport avec cette analyse. Puis on va expliquer la donnée utilisée, puis un peu les limitations des données. Ça, c'est une limitation des données sur les espèces. Mais partie de la démarche, c'est d'aller chercher les meilleures données disponibles. S'il y a d'autres organisations qui ont des données sur les habitats de certaines espèces, mais de fournir l'info, puis on peut l'intégrer dans l'analyse. Peut-être, si je peux me permettre de compléter, en fait, parce que c'est une très bonne question. Puis, effectivement, c'est pas parce qu'on n'a pas fait de visite terrain qu'il n'y a pas des espèces dans d'autres milieux. Et c'est pour ça que je fais le lien avec ce que Philippe vous a présenté au départ. Donc, les 10 critères qui sont calculés sur tous les milieux humides en Estrie. Donc, il y a 5 critères sur l'habitat. Donc, on a 5 critères pour voir les beaux habitats. Et là, Jason, dans le fond, ce qu'il vous explique, c'est vraiment quand on le connaît, on le considère dans sa méthode. J'irai avec... Excuse-moi, Mélanie. Non, vas-y.
J'irai avec la prochaine question qui est de Jacinthe Caron du Creux. Elle demande si on considère que les données sur le territoire étaient suffisamment égales pour éviter de passer tout droit par rapport à certains milieux à haut potentiel écologique. Ça rejoint un peu la question de M. Reich et de Marie-Josée. La donnée est-tu égale à l'échelle de toute l'Estrie? Ben, il y a la question de la cartographie des milieux humides qui n'est pas la même pour une partie du territoire. Puis, on a vu dans la présentation de Philippe, beaucoup des critères de priorisation sont basés sur le type d'habitat puis la diversité de l'habitat. Ça démontre un petit peu l'importance d'avoir une bonne donnée de base sur les milieux humides. Puis, moi, je fais partie de la démarche depuis longtemps avec l'Estrie pour les premiers projets de cartographie milieux humides faits avec MRC Quaticook et MRC des Sources. Puis, il y avait vraiment, c'était bien identifié il y a 5 ans qu'il y avait un besoin d'avoir cette donnée de cartographie détaillée pour avoir ces critères d'information par la suite pour faire ce type d'analyse. Alors, moi, j'encourage toujours que s'il y a des secteurs qui n'ont pas cette donnée, ça peut beaucoup vous aider dans vos prochains plans. La donnée, où il y a des données cartographie détaillées, vous avez plus d'informations, même sur les menaces. Il y a même une information sur les pressions anthropiques qui ont été identifiées pendant cette cartographie. C'est toutes des infos qui peuvent aider dans les prochaines étapes de vos plans. Puis les données milieu hydrique, ben, je vais laisser la prochaine personne parler de ça, mais il y aurait peut-être des meilleures données sur les milieux hydriques à venir si vous avez du LIDAR. Puis sur la précision des données, on travaille avec ce qu'on a en 2021, puis ça peut être amélioré plus tard. On a une prochaine question de Michel de l'OBV Yamaska. Il dit, je me demande s'il a été réfléchi de pondérer l'intérêt en fonction de la couverture relative aux milieux humides sur un territoire donné plutôt que de seulement utiliser le nombre de critères atteints par complexe où l'échelle d'analyse ne s'y prêtait pas. Juste là. Oui, bien, le nombre, qu'est-ce qu'on est en train de faire? C'est on est en train de bâtir un SIG, un système d'information géographique, un outil d'aide à la décision où il va y avoir beaucoup de critères qui peuvent être utilisés de plusieurs façons. Puis là, on identifie chaque critère de sélection. On peut faire plein de choses avec ça. On peut dire présence oui ou non d'un des 7. Ou qu'on pourrait même additionner puis voir où il y a une présence de plusieurs critères d'intérêt peut donner un poids un peu plus élevé. Il y a beaucoup de façons que l'information peut être utilisée. Puis l'étape qui n'a pas été encore faite, c'est de combiner cette sélection avec les critères de priorisation qui vont être faits dans une prochaine étape. Comment que ça va se faire? Bien, il y a tellement d'options. C'est juste que je pense que vous n'êtes pas rendu là encore dans le processus. Je poursuis. Mélanie Lelièvre de Corridor Appalachien. Elle dit en complément sur les espèces, la précision va beaucoup dépendre de où il y a eu historiquement des inventaires. Par exemple, sur notre territoire d'action, Montagne Verte, il y a beaucoup d'occurrences d'espèces parce que ça fait longtemps qu'on est là et qu'on fait des inventaires de part et d'autre et beaucoup moins d'occurrences. Donc, parce qu'il y a moins d'inventaires. Donc, c'était plus un commentaire, je crois, de Mélanie. Un point là-dessus, on n'a pas considéré les espèces CDPNQ historiques qui sont plus de 25 ans, je crois. Ça faisait partie des décisions du comité. Ce serait à voir, est-ce que c'est... Puis on pourrait... Il y a une information sur l'année, si on peut décider que c'est 20 ans et juste les occurrences depuis 20 ans. Puis, comme j'ai dit aussi, s'il existe d'autres inventaires faits par les OPV ou d'autres intervenants, on peut aussi les intégrer dans l'analyse. On a un commentaire de Marie-Josée Martel qui dit que regroupement Oiseaux Québec peut être une source importante d'informations sur les habitats d'oiseaux en baisse de population. Oui.
Geneviève Pomerleau dit la présence des territoires ayant un statut de protection publique ou privée a été analysée. Est-ce que la carence en territoire protégé pourcentage pourrait être intégrée? Oui, comme j'ai dit tantôt, on peut faire plein de différents types de sous-analyses une fois qu'on a cette information. Je peux donner un exemple avec les plans de conservation de CNC. Une fois qu'on a fait notre analyse de priorisation des secteurs qu'on va concentrer nos efforts de conservation, nous autres, en lien avec notre objectif, notre mission de conservation, on prend le résultat total, puis là, on regarde quel pourcentage de ces habitats d'intérêt sont sur terre privée comparé à ce qui est sur terre publique, quel pourcentage de ces habitats prioritaires ont déjà un statut de protection. Pour voir où il y a des zones où il y a une sous-représentativité ils n'ont pas atteint peut-être 20% de secteurs protégés. C'est toutes des informations qui peuvent ressortir une fois qu'on a nos outils d'analyse de base. On a M. Éric Lapointe de chez Domtar qui envoie un commentaire. En ce qui concerne les espèces menacées vulnérables chez les propriétaires forestiers, il faut souligner qu'une grande proportion des propriétaires de l'Estrie sont certifiés sous la norme FSC, notamment le principe 6 couvre la question des espèces menacées vulnérables et à haute valeur de conservation. Réitérons qu'une très forte proportion des milieux humides cartographiés se trouve chez des propriétaires forestiers qui ont maintenu leur vocation forestière à travers le temps par l'aménagement de leurs propriétés. Oui. Puis beaucoup de ces habitats sont encore là à cause des activités d'utilisation durable du territoire par Domtar et d'autres. Je vous encourage d'aller voir les 2 vidéos qui parlent des différents types de conservation qui ont été présentés plus tôt par Jean-Philippe. Ça explique bien les types de conservation. Une fois qu'on a une cartographie qui montre tous les milieux humides, là, vous êtes en train de faire votre planification. Qu'est-ce qui peut être fait où, puis à quel niveau de... c'est juste parce qu'il y a eu une cartographie de l'habitat, il n'y a pas eu de décision qu'est-ce qui va être fait. So, je pense que les petites vidéos expliquent bien mieux que moi. Jason, je peux peut-être ajouter, en fait, la certification forestière, c'est un outil qui est vraiment très utile pour mettre des balises sur le territoire. Par contre, il n'y a pas de perpétuité, il n'y a pas de... Dans le temps, un propriétaire peut décider de cesser d'être certifié, vendre sa propriété, puis qu'il y a un développement domiciliaire qui se fasse, par exemple, dans certains territoires. Donc, c'est d'où l'idée d'essayer de jumeler ça à des outils comme la servitude de conservation forestière, jumelé avec les certifications, qui fait en sorte que là, on peut continuer l'utilisation durable des ressources, mais qu'il y a une continuité dans le temps, puis ça suit les types de propriétés aussi comme type d'outils. Donc ça, on travaille de plus en plus avec les groupements forestiers en Estrie pour tenter de semer la graine là, dans la tête des gens pour que germe l'idée d'associer aussi des statuts plus pérennes, si on veut, de conservation. On a le commentaire de Michel de l'OBV Yamaska. Donc, je ramènerai un commentaire énoncé plus tôt ce matin. Dans le contexte des intérêts, il pourrait être pertinent d'ajouter un facteur de pression anthropique. Est-ce que les milieux humides est menacé par un développement à court ou à moyen terme, plan d'urbanisme ou schéma d'aménagement? J'aurais bien aimé avoir plus de temps avec vous. Nous autres, on a un concept d'analyse à l'échelle de nos secteurs prioritaires où on veut intervenir. Puis, on prend notre analyse de valeur de conservation, où on fait une analyse un peu comme vous êtes en train de faire, les milieux humides d'intérêt les plus élevés, les milieux naturels les plus intéressants. Puis là, on fait une deuxième analyse qui sera les analyses de menaces. C'est quoi les menaces qui affectent ces habitats? Puis après, on combine ces 2 analyses pour faire comme une type de matrice de décision. On est capable de dire, ben lui, il est vraiment intéressant, mais il est aussi très menacé. Là, les stratégies de conservation peuvent être orientées vers la situation.
Il est très menacé puis très haute valeur écologique. Et là, on devrait le protéger en priorité. Puis peut-être il y aurait un besoin aussi de le restaurer parce que l'habitat a été perturbé. Mais si c'est un beau habitat qui n'est pas encore menacé, bien, ça serait pour nous, chez CNC, bien, on aimerait le faire peut-être une aire protégée avec, puis il est déjà en bon état. C'est un type d'outil que vous pourriez développer avec tous les critères que vous avez vus tantôt. Mais il faut intégrer, comme vous avez dit, un élément de les menaces. Pour compléter, Jason, c'est un bon élément de réponse, puis c'est aussi un bon commentaire. C'est certain qu'on présente une analyse qui est faite à l'échelle de l'Estrie. Chacune des MRC va reprendre ces jeux de données-là qui vont être cohérents entre elles. Puis, pour ce qui est d'élaborer son plan régional, il va nécessairement avoir un moment où on va faire une analyse aussi sur quels sont les usages actuels sur notre territoire qui passent entre autres par le schéma d'aménagement, voir quels sont les enjeux là, par rapport à ce qui est sorti comme étant les différents enjeux et priorités. Puis ensuite vient le moment où on doit faire l'arrimage à la fin de tout ça. L'arrimage dans le schéma d'aménagement, bien, ça peut être de toutes sortes. Là. Il peut y avoir modification dans les affectations, prise de connaissance, prise de conscience de certains éléments de contraintes qu'on n'avait pas vus lorsqu'on avait élaboré un schéma, exemple, puis qui demande par la suite de revoir certains éléments. Donc, c'est certain que cette analyse-là va être faite, mais à l'échelle de chacune des MRC. Mais c'est un commentaire intéressant, tout à fait. Là. On a une question de Marie-Josée Goulet qui demande est-ce que les espèces exotiques envahissantes ont ou seront prises en compte? Qualité si présente ou protection si pas encore présente? Ça pourrait être considéré dans les menaces. Il y a la base de données Sentinelle du MELCC, puis il y a aussi d'autres cartographies d'espèces envahissantes qui pourraient être intégrées dans l'analyse menace. Philippe pourrait mentionner plus si c'est le cas. Il n'y a pas d'autres questions dans le chat pour l'instant. Parfait. Et est-ce qu'il y aurait une autre question vive avant de passer au prochain point? Bon, alors, c'est bon. Merci Jason et Cynthia pour la présentation. Nous sommes rendus à l'atelier sur les outils de priorisation des milieux humides régionaux. Donc, la façon qu'on va procéder, après mes explications, on va tous être divisés en 4 groupes. Il y a un souci d'avoir une représentativité multisectorielle dans chacun des groupes, là, dans sa composition. Vous allez être accompagné d'une personne à l'animation et de quelques personnes, là, soit du comité géomatique ou représentants de la MRC, qui vont être là en appui. Et puis, on va se diviser en ateliers. Une fois dans les ateliers, les animateurs d'ateliers vont afficher dans la messagerie de l'atelier de votre groupe un lien. Ce lien va vous mener vers une murale. Je vous partage l'écran pour qu'on voit à quoi ça va ressembler. Alors, tout le monde voit bien la murale? Lorsque vous allez arriver, c'est un lien visiteur. Donc, il est possible qu'on vous demande votre courriel, mais ce n'est pas nécessaire. Vous pouvez inscrire un pseudo ou, si vous n'en inscrivez pas, un animal mystique va vous être attribué. Et une fois que vous allez entrer dans la murale, dans le fond, c'est comme si on avait un grand mur devant nous avec des choses écrites, des post-it sur le mur. La façon de se déplacer dans la murale, vous avez 2 options. Soit seulement avec la souris. Donc, avec le clic droit qu'on maintient, on peut déplacer la murale, on peut rapprocher avec la roulette, reculer et se déplacer de cette façon-là. Les éléments sont fixes, là, donc vous ne pourrez pas bouger quoi que ce soit dedans. Mais vous pouvez vous déplacer à volonté. Une autre option pour vous déplacer, dans le bas à droite, vous avez une représentation de la murale. Donc, il est possible d'appuyer sur la main pour aller en mode déplacement. Et après ça, vous pouvez rapprocher, reculer en fonction là, de ce que vous êtes. La seule chose qu'il faut se rappeler, c'est que si vous utilisez ça, il est important de fermer le mode déplacement pour revenir en mode curseur pour interagir avec la carte.
Là, il va y avoir plusieurs curseurs qui vont se promener. Là, vous allez voir avec les noms dessus. Si ça vous dérange, là, si ça fait trop maringouin dans la forêt qui vous tourne autour, vous pouvez aller sur votre propre icône en bas ici et vous allez avoir l'option de retirer les curseurs. C'est peut-être une façon d'être moins dérangé par les curseurs qui bougent. Et nous allons avoir 3 questions à traiter. Alors, il y a déjà des post-it en place. Tout ce que vous avez à faire, dans le fond, pour ajouter votre opinion, commentaire, suggestion, idée, c'est de cliquer 2 fois sur un post-it et de vous mettre à écrire. Alors, écrivez tant que vous voulez. Là, le post-it va s'adapter au contenu que vous y insérez. Si quelqu'un est en train d'écrire déjà dans un post-it, vous ne pourrez pas y aller. Donc, choisissez-en un autre. Et advenant qu'on a déjà placé plusieurs opportunités là, de contribuer, si jamais là, vous arrivez, il y a tellement d'idées là, que vous avez besoin de plus de post-it, dans la barre de menu du côté gauche, la barre verticale, en haut ici, vous avez un post-it. En appuyant dessus, vous pouvez aller vous en chercher un et l'apporter là où vous voulez. Et vous pourrez continuer à bonifier en cas de besoin. Advenant que si vous cliquez 2 fois sur les post-it, ils vont se placer n'importe où, dans le fond. Là, ça fait que c'est juste d'aller les chercher et les ramener au bon endroit là où vous voulez les utiliser. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on fasse le tour des questions, juste pour s'assurer qu'on est tous sur la même page là, sur ce qu'on veut récolter. Là. Alors, si Philippe, tu peux embarquer avec moi et peut-être juste on passer les questions là, pour voir qu'on sait bien on va bien voir ce qu'on cherche. Là. Oui, merci Donald. Donc, on a eu quelques commentaires quand même là, dans les questions qui avaient été posées à Jason suite à sa présentation qui permettaient quand même là, d'alimenter la réflexion qui va suivre là, dans l'atelier. Donc, première grande question, qu'est-ce que vous pensez dans le fond des 7 critères comme outils de sélection des milieux humides d'intérêt régional? Voyez-vous des avantages, des inconvénients? Est-ce que ça vous apparaît représentatif de ce qu'est l'Estrie? Est-ce qu'il y en a peut-être d'autres? Est-ce qu'il y en a dans certains de ceux-là qu'il faudrait nuancer? C'est tous des éléments qu'on veut entendre de votre part. L'autre aussi question, c'est si on priorise dans tout ça, comment on devrait le faire? Comment on devrait faire en sorte de jouer avec ces différents critères-là de sélection? Est-ce qu'il y a des critères qui pourraient être ajoutés, dans le fond, en termes de rareté, superficie? C'est tous ces éléments-là qu'on veut avoir là, comme jus, là, savoir si vous avez certains contextes plus particuliers, si on devrait traiter le territoire différemment, dépendamment de ses réalités. Donc, les animateurs là, de chacun des ateliers vont être là aussi pour relancer, là, pour s'assurer qu'il y a quand même discussion autour de ça. Donc, ce qu'on souhaite, c'est vraiment de vous entendre là, sur ces critères-là, pour avoir un atelier là, qui nous permette de construire les suites là, pour les priorisations et autres qu'on va devoir faire là, pour jouer avec les différents critères là, qu'on attribue au milieu humide. Je ne sais pas si ça clarifie un peu l'objectif de la prochaine partie, là, mais c'est vraiment ici, on veut vous entendre là, sur ces critères-là. Fait que voilà. Merci Philippe. Et dans le fond, le déroulement, ça va être, une fois que vous allez être séparés en atelier, vous allez recevoir le lien, on se rend à la murale, on va s'attribuer là, de 8 à 10 minutes pour un travail individuel. Donc, vous pourrez aller au gré des questions et de vos contributions. Et après ça, la personne en animation va vous inviter à la rejoindre et à repasser chacune des questions, juste pour valider ce qu'on a eu comme récolte, est-ce qu'on a besoin de bonifier, est-ce qu'il y a d'autres choses qui ressortent là, à la lecture de tout ça, pour s'assurer qu'on ait un maximum d'informations de votre part sur ces sujets-là. Et ça va représenter une vingtaine de minutes. Donc, une fois qu'on va avoir le travail individuel de 8 à 10 minutes, un travail collectif de retour, 8 à 10 minutes, même chose. On va revenir en grand groupe, survol rapide là, de la part des animateurs de quelques faits saillants là, qui ont été récoltés. Et puis après, on va aborder notre prochain point. Alors, je cesse le partage d'écran. Oui, on a quelqu'un, monsieur Lapointe, là, je pense que vous êtes au téléphone, n'est-ce pas? Alors, vous devriez être en mesure de voir la murale, mais à l'intérieur de votre équipe, là, il pourrait y avoir quelqu'un qui pourrait être votre scribe pour, dans le fond, si vous avez une contribution à faire, là, vous pourrez vous entendre avec la personne, là, soit y aller de vive voix, ou bien vous pourrez toujours transiter par la messagerie à l'intérieur de votre propre atelier avec cette personne-là, puis vos commentaires et feedbacks pourront être intégrés à la carte.
Alors, mesdames et messieurs, sans plus tarder, je vous invite à un voyage dans le cyberespace pour vous rendre jusqu'à vos ateliers. Et c'est parti. Bonne réflexion, bonne récolte. Ce que je vous propose de faire, c'est rapidement, je vais attribuer 2 minutes à chaque personne qui a animé un groupe dans l'ordre chronologique 1, 2, 3, 4. Je mets un timer, 2 minutes, il va y avoir une petite clochette à la fin là, pour dire que c'est fini. Vous pouvez arrêter plus vite, mais on ne peut pas dépasser. C'est que juste revenir sur un peu votre récolte, les faits saillants, un peu qu'est-ce qui ressort de vos échanges. Et je commencerai par Marie du groupe 1, s'il vous plaît. Oui, c'est moi qui dois briser la glace. En fait, si je commence avec la première question, je pense que les gens ont quand même apprécié les 7 critères. Je pense qu'on trouve que c'est des bons critères, mais il y a quand même plusieurs personnes qui ont mentionné que certains seraient peut-être plus importants que d'autres. Donc, on a eu des choix de critères qui seraient plus prioritaires. Puis ensuite, concernant la deuxième question, on sent qu'il y a de l'intérêt pour peut-être raffiner, pondérer, mais la façon exacte comment le faire, ça c'est peut-être moins clair, mais il y en a certains qui ont mentionné que oui, le fait de considérer plusieurs critères pour le choix des milieux d'intérêt, ça pourrait être intéressant plutôt que d'en considérer un seul. Puis ensuite, concernant la troisième question, quel autre critère pourrait être considéré? Bien, il y a eu beaucoup de propositions en lien avec la valeur sociale des milieux, les paysages, l'aspect récréo-touristique. Ça a vraiment été mentionné. Puis aussi, un autre point qui a été mentionné à plusieurs reprises, c'est d'intégrer les pressions anthropiques. Donc, on a quand même un souci là, de les endroits qui ont été plus perturbés, les endroits qui sont plus menacés par les activités anthropiques. Est-ce qu'on ne devrait pas les considérer aussi en priorité? Je pense que ça fait un peu le tour là, des points saillants de notre côté. Merci beaucoup. 1 minute presque pile. Fantastique. Alors, au groupe 2 avec Marie-Claude, s'il vous plaît. Oui, fait que nous autres ici, il y avait plusieurs commentaires sur la satisfaction envers les 7 critères, mais quand même, il y a eu plusieurs personnes qui ont mentionné qu'il y a un besoin nécessairement là, de raffiner l'analyse au niveau local. Puis, il y a eu aussi des commentaires en lien avec le fait qu'on pourrait considérer une zone périphérique, si je pourrais dire, là, autour de ces milieux-là, ou autrement dit, même les milieux naturels qui sont présents dans ces endroits-là. Une mention aussi que les EFF, il faut faire attention peut-être avec ce critère-là parce qu'il y a déjà de l'utilisation durable souvent qui est fait dans ces milieux-là. Sinon, pour la deuxième question, nous aussi, on n'a pas été beaucoup dans le détail, là, je dirais, là, des façons dont on pourrait raffiner la pondération, faisait pas mal l'unanimité. Puis pour le troisième critère, on a eu beaucoup d'idées. Il y a beaucoup d'idées qui ont été mentionnées. Je ne ferai pas le tour de toutes les idées, sont colligées, mais quand même, il y a des critères autour de la tenir en compte de l'investissement qui a déjà été fait dans ces milieux-là, c'est-à-dire est-ce qu'il y a déjà eu des travaux sylvicoles de fait, est-ce qu'il y a eu des investissements faits pour la chasse et la pêche, donc de prendre en compte les investissements qui ont déjà été mis dans ces milieux-là. C'est important d'informer les propriétaires fonciers, fait que peut-être dans la mise en œuvre pour une meilleure adhésion. S'il y a présence de milieux hydriques aussi, ce serait peut-être un critère à prendre en compte. Puis sinon, sur l'occupation un peu du territoire, c'est-à-dire est-ce que c'est en zone verte, zone blanche, quel type d'occupation du sol on a, donc ce genre de critères-là. Merci Marie-Claude. Maintenant, le groupe 3 avec Charles. Bonjour, oui, d'abord, oui, je pense que le groupe était d'accord que c'était d'une bonne base. Et puis, l'importance d'une méthode scientifique rigoureuse là, est fondamentale là, parce que bon, les décisions vont être prises au niveau local. Donc, ils ont souligné l'importance d'avoir une bonne méthode pour éviter des choix plus trop subjectifs. L'ajout peut-être considérer les corridors écologiques pourrait être intéressant. Les menaces anthropiques aussi sont venues et l'utilisation du sol, c'est revenu ici. Donc, ça va être considéré à d'autres étapes du plan régional, mais est-ce qu'il y aurait lieu de le considérer dans les critères ou dans l'analyse multicritère à y penser? L'attachement social aussi à certains milieux est revenu. Il faudrait faire attention d'éviter de croiser ou de dédoubler certains critères là, pour éviter une pondération trop élevée à des milieux, là, alors qu'il y a des critères qui se ressemblent, qui se recoupent parfois.
Puis au niveau, la dernière question, là, les critères à ajouter, là, il y en a plusieurs. Là, je dirais quasiment tous les post-it ils ont quelque chose dedans, donc on va prendre le temps d'analyser ça, là, puis de regarder ça plus en détail après. Excellent, merci Charles. Maintenant, le groupe 4 avec Mélanie. Oui, bonjour. De notre côté aussi, il semblait avoir quand même une adhésion là, aux 7 critères qui avaient été mentionnés. L'importance de soulever les limites, par exemple, de ces critères-là va devoir être faite pour bien comprendre aussi la méthodologie qui est derrière. Là. Donc, puis les discussions, qu'est-ce qui va mener au choix ou à la pondération? Donc, tout cet aspect-là de limitation des critères va devoir être pris en compte. Le fait qu'il n'y avait rien au niveau hydrologique, donc du rôle des milieux humides en lien avec tout qui touche l'hydrologie, tant la régulation, la recharge, l'étiage, etc., là, ça semblait manquer. Sinon, pour ce qui était de la première, là, ça fait pas mal le tour. Au niveau de la deuxième question, c'est clair que tout ce qui touche la pondération a été soulevé. Donc, il y a un besoin de pondérer les critères. La façon qu'on va le faire, on n'est pas allé à ce niveau-là, là, mais il y a des pistes de solutions dans ce qui a été présenté. Mais il y a un besoin de pondérer les critères à cet effet-là. Puis pour ce qui est des critères qui pourraient être ajoutés, oui, il y a des éléments qui ont déjà été mentionnés par les autres, là, mais tout ce qui touchait justement la régulation des débits, ça a été mentionné à quelques reprises, le rôle des bandes riveraines, les espèces exotiques envahissantes, donc les EEE, les milieux qui en ont ou qui n'en ont pas. Puis peut-être la nécessité d'avoir des critères pour justement faire les choix des milieux humides qui seraient soit en restauration ou qui seraient conservés, d'avoir une espèce de base commune pour pouvoir une base de choix de ces critères-là. Donc, ça fait un survol rapide. Merci beaucoup, Mélanie. Donc, ça fait un survol intéressant de ce qui s'est fait, de ce qui s'est dit dans ces ateliers-là. Et tout ça va être colligé ensemble là, et puis va être pris en considération là, pour la suite des choses. Là. Merci pour vos contributions. Maintenant, à ce point-ci, on ferait une mise au point au sujet des milieux hydriques. Et j'inviterais Rémi Morin à venir nous présenter ça. Yes. Bonjour tout le monde. Donc, j'ai été sélectionné pour vous faire cette petite mise au point au sujet des milieux hydriques, parce que non, on ne les oublie pas, nos chers milieux hydriques, bien qu'on a travaillé d'abord sur les milieux humides, les milieux hydriques étant protégés de facto par les lois, mais l'exercice, on veut quand même la faire aussi sur nos milieux hydriques. Je rappelle pour commencer la définition de milieu hydrique de la LQE. En résumé, ce sont les lacs, les cours d'eau, mais aussi les rives, le littoral et les plaines inondables. Donc, quand le PRMHH demande aussi d'identifier les milieux hydriques d'intérêt pour la conservation, il demande de le faire aussi pour les plaines inondables notamment. Donc, de là le besoin d'aller un petit peu plus loin dans l'analyse pour les milieux hydriques. Donc, comment on va faire ça, identifier les milieux hydriques d'intérêt? Jusqu'à maintenant, le comité s'est entendu sur un indice de qualité du milieu riverain. En fait, pour ceux qui connaissent bien l'IQBR, l'indice de qualité des bandes riveraines, c'est une adaptation de l'IQBR, mais sans données terrain, sans caractérisation terrain, donc évaluée par la géomatique avec les données à notre disposition. Pour ceux qui sont moins familiers avec l'IQBR, ça repose sur une caractérisation des activités anthropiques sur les rives. Ces activités modifient le territoire et elles rendent les rives vulnérables à l'érosion et au lessivage des sols. Donc, comme on l'a mentionné pour les milieux humides un peu plus tôt, c'est un indice de naturalité qui nous informe sur à quel point la bande riveraine a été laissée à l'état naturel, à quel point elle a été anthropisée. Donc, juste pour vous illustrer à quoi ça peut ressembler avec une illustration tirée du site du ministère de l'Environnement pour l'IQBR, ça permet d'identifier tronçon pour tronçon à quel point que la bande riveraine a été laissée à l'état naturel. Ce qui est intéressant avec l'IQBR, c'est qu'on peut l'associer à certains services écologiques, mais pas à tous, comme par exemple l'IQBR pour les bandes riveraines. On reconnaît que les bandes riveraines ont un effet pour la filtration des nutriments,
comme rempart contre l'érosion, mais les bandes riveraines ne sont pas, par exemple, un aide pour l'atténuation des crues. Donc, on s'est questionné au comité à savoir, OK, c'est bien l'IQBR, mais on a besoin d'un peu plus d'informations pour faire notre sélection. Donc, on est actuellement en exploration des autres méthodes disponibles. Puis, on a senti le besoin de confier un mandat à un géomorphologue. La géomorphologie, on trouvait que ça s'appliquait bien pour nous aider. C'est une science qui a pour objet la description des formes et des processus qui façonnent le milieu. Donc, comment nos cours d'eau ont changé avec le temps, comment ils façonnent le milieu. L'approche géomorphologique était très aidante pour notre PRMHH. Et ce mandat-là consiste d'abord à faire une revue de littérature scientifique. Donc, lister toutes les méthodes possibles qui sont actuellement en cours ou en exploration au Québec et ailleurs. Et ensuite, l'adaptation et l'arrimage, donc sélectionner ces méthodes-là et les adapter au contexte de l'Estrie, donc avec les données qu'on possède, donc, et avec les particularités de notre territoire estrien. Le mot d'ordre qu'on s'est donné, qu'on a donné aux géomorphologues, c'est « keep it simple ». On veut travailler avec les données qu'on a. C'est sûr qu'on peut ajouter à ça le LIDAR. On a tous le LIDAR et il y a des super analyses qu'on peut faire avec le LIDAR. Je dirais qu'on est actuellement en phase d'exploration de tout ça. Puis, on a des limites aussi de budgétaires, on a des limites de temps aussi. On ne pourra pas aller très, très, très loin dans ces analyses-là. Et il faut dire aussi que beaucoup de méthodes qu'on a explorées sont encore en cours de développement. Il y a plusieurs choses qui se travaillent actuellement au Québec. Nous sommes dans un premier PRMHH et il y aura possibilité dans nos plans d'action, MRC pour MRC, d'avoir des actions d'acquisition de connaissances pour raffiner les méthodes pour le futur. Donc, c'est le mot d'ordre qu'on s'est donné. Mais je vous dis un peu sur quoi va porter aussi le mandat. Il y a deux éléments importants. La définition cartographique, dans le fond, ça correspond à la localisation géographique actuelle du milieu hydrique. Donc, qu'est-ce qui a un intérêt actuellement là, pour la conservation, mais aussi potentiel, un intérêt pour la restauration. Et je m'explique avec l'image, l'exemple que je donne ici de redressement de cours d'eau. Donc, ce qui est le fun avec l'approche géomorphologique, c'est qu'on s'intéresse au processus. Qui dit processus dit évolution dans le temps des cours d'eau. Donc, l'exemple que je vous montre ici, grâce à l'approche géomorphologique, grâce aux données LIDAR, on serait capable d'identifier, par exemple, la plaine inondable d'un cours d'eau ou l'ancienne plaine inondable et on pourrait l'identifier comme un potentiel de restauration. Donc, ça amène cet aspect-là du PRMHH, d'identifier des zones de restauration possibles, ce qui est intéressant. Il faut dire que la localisation du milieu hydrique qu'on va faire, elle demeure vraiment théorique. Dans le fond, on n'est pas en train de faire des nouvelles cartes, on n'est pas en train de faire des nouvelles cartes de zones inondables. Alors, ça n'a pas vraiment de valeur légale, ce qu'on est en train d'essayer de faire avec la géomorphologie. Mais pour le bien de notre exercice, c'est vraiment intéressant pour trouver, par exemple, d'anciennes plaines inondables, comme je disais, qui pourraient faire l'objet d'une restauration. Maintenant, l'accompagnement porte aussi sur la caractérisation typologique, qui est en fait la classification du milieu hydrique et de son environnement. Donc, on vient vraiment classifier notre type de milieu humide, de milieu hydrique, sa position, peut-être dans le bassin versant, son environnement. Tout ça pour identifier les milieux d'intérêt selon les services écologiques ciblés. Donc, par exemple, par sous-bassin versant, là, je suis plus à l'échelle locale. On va se doter d'outils, puis ces outils-là vont nous servir pour l'échelle locale. Donc, par exemple, si on a un sous-bassin versant, qu'on identifie des enjeux de rétention contre les inondations, là, grâce à cette caractérisation typologique, on va pouvoir faire ressortir les milieux hydriques qui ont un rôle
pour la régulation hydrologique, par exemple, qui ont un rôle pour la récréation, qui ont un rôle contre la filtration des pollutions. Donc, je vous ai mis les 6 ici, services écologiques principaux. Donc, en terminant, je vous rappelle aussi qu'on est en phase d'exploration. On commence le travail pour les milieux hydriques. On est au tout début. Donc, vos commentaires sont bienvenus aujourd'hui pour bonifier notre réflexion là, qui s'amorce avec nos milieux hydriques. Merci, Rémi. Il y a eu un commentaire justement là, dans la messagerie là, donc, qui dit de Michel L. de l'organisme des bassins versants. Je suis certain que ça sortira dans votre revue de littérature, mais je mentionne au cas où. Il existe des documents relativement simples. Il existe des outils relativement simples, plus intégrer l'hydrogéomorphologie des cours d'eau, des outils bien québécois et éprouvés. Je pense entre autres à l'IQM de Silvio Demers, sinon les OBV, notamment le Grobec est en train de développer un outil d'évaluation de la linéarité des cours d'eau qui s'avère un outil simple et très intéressant pour obtenir un portrait morphologique. Merci pour ça, Michel. Alors, pas d'autres commentaires, questions sur ce point-là? Donc, écoutez, on a couvert du terrain quand même aujourd'hui. On arrive déjà en fin de rencontre. Et justement, pour le mot de conclusion, j'inviterai justement Philippe à prendre la place. Merci beaucoup, Donald. Dans le fond, en mot de la fin, je vais juste faire un peu le retour sur ces objectifs, là, puis je viens de les lire là, à l'instant, puis je me rends compte qu'on a pas mal réussi. Là. On souhaitait, dans le fond, certainement faire un retour avec vous pour les préoccupations qui avaient été exprimées dans le premier atelier, puis lors du sondage. Dans le fond aussi, vous expliquez un peu, être très transparent sur la méthode pour les critères utilisés. Là, je pense que aussi, on peut dire ça a été réussi. Échanger aussi avec vous, là, on voulait vraiment avoir le plus possible un atelier interactif au sujet des critères, la pondération, des critères du filtre fin versus les critères du filtre brut, là, pour faire la mise au point sur les milieux hydriques. Tu sais, toute cette réussite-là, là, je tiens à le souligner, c'est le travail vraiment de toute une équipe, là, tant au niveau de la géomatique qu'aussi au niveau de la concertation pour faire un atelier en virtuel. C'est tout un défi logistique, là, puis vraiment, je voudrais saluer là, cette réussite-là. Féliciter toutes les équipes là, qui ont travaillé jusqu'à date là, sur ce projet-là. On aimerait ça, on aurait aimé ça, pouvoir tous vous voir en personne. C'est ce qu'on souhaite aussi pour notre prochain atelier, le 3e, qu'on puisse être déconfiné. Mais on ne s'est pas arrêté avec le défi là, de la pandémie là, pour pouvoir continuer à travailler sur ça puis pouvoir le plus possible aller chercher vos commentaires pour s'assurer qu'on soit le plus en concertation avec vous sur cette grosse démarche-là qui est les plans régionaux. Donc, merci beaucoup là, pour votre présence à cet atelier-ci et aussi, on se donne un rendez-vous pour un 3e dans lequel on va pouvoir certainement vous présenter un peu plus de visuel, un peu plus s'ouvrir aussi sur les éléments suivants, les suites qui vont se faire dans les MRC. C'est certain qu'on fait une démarche de priorisation régionale qui va être amenée aussi au niveau plus local, mais au niveau local, c'est toute la question de comment on spatialise les enjeux dans les différents secteurs là, des territoires là, qui occupent l'Estrie. Comment on peut les reprendre au niveau local puis le mettre en parallèle avec la priorisation là, cartographique. Puis aussi, là, tranquillement, on va s'approcher de tout ce qui est un peu plus des choix stratégiques, là, des choix aussi qui se rapprochent plus de la décision, puis des actions qui vont être portées dans les autres MRC. Donc voilà, c'était pas mal mon mot de la fin. Là. Un gros merci à tous. Merci à l'équipe, à l'OEDC, à toutes les MRC pour ce projet-là et à toutes vous autres aussi d'avoir été présents aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup, Philippe, pour ce mot de la fin. Alors, à ce point-ci, vous savez, comme Philippe a mentionné, c'est quand même c'est du travail d'organiser ça pour être capable d'accomplir tous les objectifs. Alors, on aimerait juste, je vous pose 2 questions via le sondage, très rapide à répondre, et après ça, on se quitte avec une phrase. Alors, je vous envoie le sondage, je vous invite à le compléter. C'est 2 questions très simples. On y va. Superbe, il nous reste seulement quelques réponses. Magnifique, mon Dieu, ça a bien rentré. 5, 4, 3,
2, 1. Merci beaucoup. Et maintenant, on vient de passer une avant-midi ensemble. On a jasé, on a exploré, on a écouté. Alors, et il y a plein de choses qui s'en viennent aussi. Alors, j'aimerais, s'il vous plaît, je vous propose d'inscrire dans la messagerie ce avec quoi vous quittez la rencontre, avec quoi vous partez de la rencontre, là, après tout ça, là, après ces informations-là, ces échanges-là. On quitte cette rencontre-là avec quoi? Je vous invite à nous inscrire ça dans la messagerie. Alors, je vous invite en même temps à regarder ce qui passe. C'est intéressant de voir un peu justement où se situent les autres. Parfait, excellent. Écoutez, j'invite ceux qui sont en train de compléter cela à le faire. Autrement, écoutez, justement là, merci à vous d'avoir été là. Merci à toute l'équipe qui a permis à cette rencontre-là d'avoir lieu. Je vous rappelle que l'enregistrement sera disponible prochainement, donc on vous tient au courant pour que d'autres personnes autour de vous là, qui sont intéressées par la chose, ça leur donnera l'occasion d'être à jour sur ce qui s'est passé. Alors, autrement, tout le monde, je vous remercie encore une fois. Je vous souhaite une bonne journée et puis on reste en contact justement via l'infolettre et pour les suites en vue de la 3e rencontre. Merci beaucoup tout le monde. Bonne journée à vous. À la prochaine.